Dans le manoir où régnait le silence, un père vivait prisonnier du deuil de sa fille disparue, jusqu'à ce qu'un jour pluvieux, une fillette affamée agenouillée sur le trottoir croise son chemin. Ses traits, si familiers, ravivèrent des souvenirs qu'il croyait enfouis à jamais. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. En continuant, le manoir de Mathieu le Roi se dressait sur les hauteurs de Saint-Germain-en-Laye, imposant et sombre comme un gardien de secrets enfouis. Les habitants du village chuchotaient à son sujet. Certains disaient que l'endroit était hanté, d'autres que son propriétaire avait perdu la raison. La vérité était plus simple et plus cruelle. Mathieu le Roi avait perdu sa fille, Élise, 3 ans auparavant. Le temps s'était figé dans cette demeure aux volets mi-clos. Chaque objet était resté exactement là où Élise l'avait laissé. Sa chambre demeurait intacte, ses vêtements soigneusement rangés dans l'armoire, ses peluches alignées sur le lit, comme si elle allait revenir d'un instant à l'autre. Mathieu avait transformé sa maison en un sanctuaire dédié à un fantôme. Ce matin-là, comme tous les matins depuis 3 ans, Mathieu se réveilla avant la sonnerie de son réveil, 6 heures précises. Il fixa le plafond pendant exactement 10 minutes, se leva, enfila sa robe de chambre grise et descendit préparer son café. Une tasse, ni plus ni moins, noire, sans sucre. Il s'installa devant la fenêtre de la cuisine et observa le jardin négligé où les mauvaises herbes avaient pris possession des parterres autrefois soigneusement entretenus par sa femme, Céline, partie peu après le drame, incapable de supporter l'atmosphère de deuil perpétuel qu'il avait instaurée. Mathieu n'était plus qu'une coquille vide, un automate exécutant jour après jour les mêmes gestes, les mêmes rituels. Conservateur au musée d'histoire de Saint-Germain-en-Laye, il se rendait à son travail avec la même expression détachée, répondait par monosyllabes aux questions de ses collègues, accomplissait ses tâches avec une précision mécanique, puis rentrait chez lui, dans ce mausolée où résonnaient encore les rires d'une enfant qui n'était plus. Il mangeait sans goût, dormait sans rêve, existait sans vivre. Le chagrin l'avait vidé de toute substance, ne laissant qu'une silhouette humaine animée par l'habitude. Ce jour-là était différent des autres. C'était l'anniversaire de la disparition d'Élise. Comme chaque année à cette date, Mathieu avait posé un jour de congé. Il enfila un costume sombre, noua sa cravate avec des gestes précis et méthodiques, puis sortit de la maison. Il prit sa voiture, une berline noire impeccablement entretenue, et se dirigea vers le fleuriste du village. « Comme d'habitude, monsieur le roi ?» demanda la fleuriste, madame Pelletier, dont le regard s'emplit de compassion. « Oui, s'il vous plaît. Un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées d'Élise. Toujours les mêmes, toujours à la même date, toujours avec le même ruban rose pâle. La routine du deuil, immuable et sacrée. Le ciel était lourd ce matin-là, des nuages gonflés de pluie menaçaient d'éclater à tout moment. Mathieu conduisait lentement, perdu dans ses souvenirs. Les rues défilaient devant ses yeux sans qu'il les voie vraiment. Dans sa tête résonnait la voix d'Élise, son rire cristallin, ses questions incessantes sur le monde qui l'entourait. Il traversait le centre-ville lorsqu'une fine pluie commença à tomber, transformant l'asphalte en un miroir noir qui reflétait les lumières des vitrines. C'est alors qu'il la vit, et que le temps, figé depuis 3 ans, sembla soudain reprendre son cours. À l'angle d'une rue, près de la boulangerie Moreau, une petite silhouette était agenouillée sur le trottoir. Une enfant, trempée par la pluie, les mains jointes dans une prière silencieuse. Elle portait des vêtements usés, trop grands pour elle, et ses cheveux châtains, mouillés par la pluie, collaient à son visage émacié. Mathieu freina brusquement, provoquant un concert de klaxons derrière lui. Mais il n'entendait rien. Son regard était fixé sur cet enfant qui, les yeux fermés, murmurait quelque chose. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas, il se gara en double file et sortit de sa voiture, abandonnant les clés sur le contact. La pluie s'intensifiait, mais il ne la sentait pas. Il s'approcha lentement de la fillette, comme dans un rêve. Et alors, il l'entendit murmurer de sa voix tremblante, « Mon Dieu, ça fait des jours que je n'ai pas mangé. S'il te plaît, aide-moi. Juste un pain. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing en pleine poitrine. Il resta là, immobile, incapable de respirer. L'enfant dut sentir sa présence, car elle ouvrit les yeux et leva la tête vers lui. Et ce fut comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Ses yeux, ce regard, ce visage. C'était impossible. La fillette le fixait avec un mélange de crainte et d'espoir. Elle ne s'enfuit pas, contrairement à ce que Mathieu aurait pu imaginer. Au contraire, elle se releva lentement, essuyant maladroitement ses larmes mêlées de pluie.
« Pardon, monsieur, dit-elle d'une voix à peine audible. Je ne fais rien de mal, je vous jure. » Mathieu ne pouvait détacher son regard de ce visage qui semblait surgir directement de ses souvenirs les plus douloureux. Les mêmes yeux verts en amande, le même petit nez retroussé, la même fossette au coin de la bouche. Si ce n'était pour les cheveux plus sombres et l'extrême maigreur, cet enfant aurait pu être... « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'une voix étranglée. « Camille » répondit-elle méfiante. « Camille Mercier. » Ce n'était pas le même nom, bien sûr. Pourtant, la ressemblance était si frappante que Mathieu sentit ses jambes vaciller. Un chauffeur de taxi klaxonna, lui criant de dégager le passage. La pluie redoublait d'intensité. L'enfant grelottait. Sans réfléchir, Mathieu retira sa veste et la posa sur les épaules de la fillette. « Tu as faim, Camille ?» Elle hocha la tête, ses yeux s'illuminant d'un espoir soudain. « Viens !» dit-il, surpris par sa propre voix, par sa propre décision. « Je vais t'acheter quelque chose à manger. » Il la conduisit à la boulangerie Moreau. La chaleur du lieu, l'odeur du pain frais, le sourire accueillant de la boulangère contrastaient violemment avec le froid et la grisaille du dehors. Camille regardait les viennoiseries exposées avec des yeux émerveillés, comme si elle contemplait les trésors d'Ali Baba. « Qu'est-ce que tu veux » demanda Mathieu. « Je peux... choisir » Sa voix était incrédule. « Tout ce que tu veux. » Elle hésita, puis pointa timidement du doigt un pain au chocolat. Mathieu en commanda 2 ainsi qu'une baguette et quelques croissants. La boulangère les observait avec curiosité, se demandant sans doute qui était cet enfant dépenaillé qui accompagnait le toujours solitaire Monsieur le Roi. De retour dans la voiture, Camille dévora son pain au chocolat avec une avidité qui serra le cœur de Mathieu. Elle mangeait comme quelqu'un qui ne sait pas quand viendra son prochain repas, gardant des miettes dans sa poche. Ce geste, plus que tout autre, lui fit comprendre la précarité de sa situation. « Où habites-tu, Camille » demanda-t-il doucement. Elle baissa les yeux, soudain méfiante à nouveau. « Nulle part » murmura-t-elle finalement. « Je me suis enfuie. »« De chez qui ?»« De l'orphelinat Saint-Vincent » répondit-elle à contre-cœur. « Mais je n'y retournerai pas. Ils sont méchants là-bas, ils nous traitent comme des moins que rien. » L'orphelinat Saint-Vincent. Mathieu connaissait cet établissement de réputation, une vieille bâtisse austère à la sortie de la ville, gérée par une association religieuse. Des rumeurs couraient sur les méthodes disciplinaires qui y étaient employées. « Depuis combien de temps es-tu dans la rue ?»« 2 semaines, » dit-elle en évitant son regard. « Mais ça va, je me débrouille. » Ses vêtements trempés et son visage émacié racontaient une autre histoire. Mathieu sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. « Je ne peux pas te laisser comme ça, » dit-il, presque pour lui-même. Puis, plus clairement, « Veux-tu venir chez moi, juste pour te sécher et te réchauffer? Ensuite, nous verrons. » Camille le dévisagea longuement, évaluant la proposition. Dans ses yeux se lisait le calcul rapide de quelqu'un qui a appris à se méfier des adultes, mais aussi la fatigue de celui qui n'a plus beaucoup d'options. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais juste pour me sécher. » Mathieu démarra la voiture et prit la direction de Saint-Germain-en-Laye. Le bouquet de lis blancs reposait sur la banquette arrière, oublié. Pour la première fois en 3 ans, il ne suivrait pas la routine immuable de cette journée particulière. Tandis qu'il conduisait, jetant de temps à autre un regard à cette étrange passagère qui ressemblait tant à sa fille disparue, Mathieu sentit quelque chose d'étrange se produire en lui, comme si un vent ténu s'insinuait dans les couloirs déserts de son âme, faisant frémir les portes depuis longtemps fermées. Le manoir apparut au détour d'un virage, imposant et sombre sous la pluie battante. Camille l'observa avec des yeux écarquillés. « C'est chez vous ? On dirait un château. » Un fantôme de sourire effleura les lèvres de Mathieu. « C'est une vieille maison de famille, » dit-il simplement en garant la voiture devant l'entrée. Ils gravirent ensemble les marches du perron. Mathieu ouvrit la lourde porte d'entrée et s'effaça pour laisser passer Camille. La fillette hésita un instant sur le seuil, puis entra dans le hall où le temps semblait s'être arrêté. Elle ne savait pas encore qu'en franchissant cette porte, elle venait de changer à jamais le cours de 2 existences brisées, et que dans ce manoir figé par le chagrin, les horloges silencieuses allaient bientôt se remettre à battre au rythme de la vie. Lorsque Camille pénétra dans le manoir, elle fut saisie par le silence oppressant qui régnait entre ses murs. Tout semblait figé, comme sous un voile de poussière invisible. Les rideaux à moitié tirés filtraient la lumière du jour, créant une pénombre constante. Des cadres photos étaient disposés sur les meubles, mais Camille n'eut pas le temps de les examiner car Mathieu la conduisit directement à l'étage. « La salle de bain est ici, » dit-il en ouvrant une porte. « Tu trouveras des serviettes propres dans le placard.
« Je vais chercher des vêtements secs. » Camille acquiesça timidement et entra dans la salle de bain. C'était la plus grande et la plus belle qu'elle ait jamais vue. Le carrelage en marbre blanc, la baignoire sur pied, les robinets dorés, tout cela lui semblait appartenir à un autre monde. Un monde de contes de fées dont elle avait toujours été exclue. Pendant qu'elle se séchait, Mathieu restait immobile devant la porte de la chambre d'Élise, la main tremblante sur la poignée. Il n'avait pas ouvert cette pièce depuis des mois. Céline, avant de partir, avait tenté de ranger les affaires de leur fille, mais il l'en avait empêché avec une violence qui l'avait effrayé. Depuis, la chambre était restée intacte, préservée comme un musée macabre de son chagrin. Il prit une profonde inspiration et tourna la poignée. L'odeur familière du parfum d'enfant l'assaillit immédiatement. Le lit soigneusement fait, l'ours en peluche contre l'oreiller, les livres alignés sur l'étagère, les dessins punaisés au mur. Il se força à avancer jusqu'à la commode et ouvrit un tiroir d'une main tremblante. Il en sortit un pyjama rose pâle à motif de lapin, celui qu'Élise portait les soirs où elle était particulièrement fatiguée, et un pull en laine bleu ciel. Ces vêtements seraient trop grands pour Camille, mais ils feraient l'affaire en attendant. En refermant le tiroir, son regard tomba sur une photo encadrée posée sur la commode. Élise souriait, ses cheveux blonds captant la lumière du soleil, ses yeux verts pétillant de joie. À côté d'elle, Céline et lui-même, formant une famille parfaite. Cette image appartenait désormais à un autre temps, une autre vie. Il sortit de la chambre, referma doucement la porte derrière lui, comme s'il craignait de réveiller le fantôme qui y dormait, puis se dirigea vers la salle de bain. Il frappa légèrement. « Camille, j'ai des vêtements secs. » La porte s'entr'ouvrit et une petite main apparut. Il lui tendit les vêtements, qu'elle saisit rapidement avant de refermer la porte. Quelques minutes plus tard, elle réapparut, noyée dans le pyjama rose et le pull bleu trop grand pour elle. Ses cheveux mouillés formaient des boucles sombres autour de son visage émacié. La ressemblance avec Élise était encore plus frappante ainsi, malgré la différence de couleur de cheveux et sa maigreur. « Merci, monsieur, » dit-elle, les yeux baissés. « Tu peux m'appeler Mathieu, » répondit-il, surpris par ses propres paroles. Personne ne l'appelait par son prénom depuis longtemps, pas même ses collègues. Il la conduisit à la cuisine. Une grande pièce aux meubles en bois massif qui, comme le reste de la maison, semblait figée dans le temps. Une fine couche de poussière recouvrait les ustensiles rarement utilisés. Seule une partie du plan de travail, où Mathieu préparait son café matinal, était impeccablement propre. « Qu'est-ce que tu veux manger ?» demanda-t-il, réalisant soudain qu'il n'avait aucune idée de ce que les enfants aimaient manger. Qu'est-ce qu'Élise préférait? Déjà, les souvenirs s'étaient estompés, dilués dans la brume du chagrin. « N'importe quoi, » répondit Camille en haussant les épaules. « Je ne suis pas difficile. » Il ouvrit le réfrigérateur, presque vide. Quelques œufs, un morceau de fromage, une bouteille de lait à moitié pleine. Le garde-manger n'était guère mieux fourni. Il finit par préparer des œufs brouillés avec du pain grillé, le seul repas qu'il se sentait capable de cuisiner correctement. Camille mangea avec appétit, mais sans avidité cette fois-ci, comme si elle craignait de paraître impolie. Elle observait discrètement la cuisine, son regard s'attardant sur les détails, les casseroles en cuivre suspendues au-dessus de l'îlot central, les bocaux en verre alignés sur une étagère, la grande horloge murale arrêtée à 3h17. « Elle ne marche plus ?» demanda-t-elle en désignant l'horloge de la tête. Mathieu suivit son regard. « Non », dit-il simplement. Il ne précisa pas que c'était l'heure exacte où le médecin avait prononcé le décès d'Élise, ni qu'il avait arrêté toutes les horloges de la maison à ce moment-là, comme si en figeant le temps, il pouvait empêcher la réalité de la perte de s'imposer. Un silence s'installa, seulement troublé par le bruit de la pluie qui tambourinait contre les vitres. Mathieu observait Camille à la dérobée, essayant de comprendre ce qu'il ressentait. La colère, qui avait été sa seule compagne ces dernières années, semblait s'être temporairement éclipsée, remplacée par une curiosité douloureuse. « Pourquoi t'es-tu enfui de l'orphelinat » demanda-t-il finalement. Camille posa sa fourchette et leva les yeux vers lui. Dans son regard, il lut une maturité qui n'aurait pas dû exister chez une enfant de cet âge. « Parce qu'il voulait m'envoyer ailleurs, » dit-elle, « dans une famille d'accueil, très loin d'ici, et je ne voulais pas partir. » Pourquoi? Elle hésita, jouant avec une miette de pain sur la table. « Parce que c'est ici que je suis née. C'est ici qu'elle m'a abandonné. Si elle revient un jour me chercher, c'est ici qu'elle viendra. » Elle, s'enquit Mathieu, une étrange tension lui nouant soudain l'estomac. « Ma mère, » répondit Camille, les yeux brillants de larmes contenues. « Je sais qu'elle n'est pas morte.
Sœur Thérèse me l'a dit. Elle m'a abandonné quand j'étais bébé, mais j'ai toujours su qu'elle reviendrait. Mathieu sentit son cœur se serrer. Cet enfant s'accrochait à un espoir aussi fragile qu'illusoire. Combien de nuits avait-elle dû passer à attendre un retour qui ne viendrait jamais? Tu sais, dit-il doucement, parfois, les parents ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, même s'ils le voudraient. Je sais, dit-elle avec une conviction surprenante. Mais ma mère m'aimait, j'en suis sûre. Elle avait juste des problèmes. C'est ce que m'a dit sœur Thérèse. Et ton père? La question sortit avant même qu'il n'ait pu la retenir. Le visage de Camille s'assombrit. Je ne sais pas qui c'est. Personne ne le sait. Un nouveau silence s'installa, plus lourd cette fois. Dehors, la pluie avait cessé, mais le ciel restait couvert de nuages gris. « Qu'est-ce que tu vas faire de moi ?» demanda soudain Camille, sa voix trahissant son inquiétude. « Tu vas appeler la police ou me ramener à l'orphelinat ?» C'était la question que Mathieu redoutait, car il n'avait pas de réponse. La logique voulait qu'il contacte les services sociaux, qu'il signale la présence de cette enfant fugueuse. C'était la chose responsable à faire. Mais quelque chose le retenait, un sentiment qu'il n'arrivait pas à nommer. « Pas aujourd'hui, » dit-il finalement. « Tu peux rester ici cette nuit. Nous verrons demain. » Le visage de Camille s'illumina d'un sourire si semblable à celui d'Élise que Mathieu dut détourner le regard. « Merci, » murmura-t-elle. « Je serai sage, je te promets. Tu ne sauras même pas que je suis là. » Ces mots, prononcés avec un tel soulagement, ne firent qu'accentuer le malaise de Mathieu. Quelle vie cet enfant avait-elle menée pour qu'elle promette de se faire oublier en échange d'un toit? « Viens, » dit-il en se levant. « Je vais te montrer où tu dormiras. » Il la conduisit à la chambre d'amis, une pièce rarement utilisée qui sentait le renfermer. Il ouvrit les fenêtres pour aérer, changea rapidement les draps et sortit une couverture supplémentaire du placard. « Ce n'est pas très accueillant, » s'excusa-t-il, « mais tu seras au sec et au chaud. »« C'est parfait, » dit Camille en s'asseyant sur le bord du lit. « C'est la plus belle chambre que j'ai jamais eue. » Cette simple phrase fit monter une boule dans la gorge de Mathieu. Il hocha la tête, incapable de parler, et s'apprêta à sortir. « Monsieur... Mathieu ?» appela Camille alors qu'il atteignait la porte. « Oui? Tu as des enfants ?» La question le frappa comme un coup de poing. Il resta immobile, la main sur la poignée de la porte, le dos tourné pour qu'elle ne puisse pas voir l'expression de son visage. « J'avais une fille, » dit-il finalement d'une voix à peine audible. « Elle est partie ?» demanda Camille, avec cette perspicacité douloureuse des enfants qui ont trop souffert. « Oui, » répondit-il simplement. « Elle est partie. » Il referma la porte sans se retourner, incapable d'affronter le regard de cet enfant qui, par un cruel hasard, ressemblait tant à celle qu'il avait perdue. De retour dans le salon, il s'effondra dans son fauteuil habituel, celui qui faisait face à la fenêtre et d'où il contemplait chaque soir le jardin envahi par les mauvaises herbes. Le bouquet de lys blanc était resté dans la voiture. Pour la première fois depuis 3 ans, il n'avait pas accompli le rituel sacré de l'anniversaire. Et étrangement, il ne ressentait pas la culpabilité qu'il aurait dû éprouver, mais plutôt une sorte de vide, comme si quelque chose en lui s'était déplacé, créant un espace qu'il ne savait pas comment remplir. Son regard tomba sur une photo d'Élise posée sur la table basse, son sourire lumineux, ses yeux verts, ses cheveux blonds qui dansaient dans le vent. Comment était-il possible que cet autre enfant, cette Camille aux cheveux sombres, lui ressemble autant? Était-ce son esprit qui lui jouait des tours, projetant l'image de sa fille sur cet inconnu par besoin désespéré de la retrouver? Il se leva et s'approcha de la bibliothèque où étaient rangés les albums photos. Il en sortit un, l'ouvrit et commença à feuilleter les pages. Élise bébé, Élise faisant ses premiers pas, Élise sur sa première bicyclette. Il s'arrêta sur une photo prise lors de son 6e anniversaire, quelques mois avant l'accident. Elle soufflait ses bougies, les joues gonflées, les yeux plissés par la concentration. Mathieu remit l'album en place, saisit son téléphone et après un moment d'hésitation composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. « Cabinet du docteur Moreau, bonjour », répondit une voix féminine. « Bonjour, c'est Mathieu Leroy. Je souhaiterais prendre rendez-vous avec le docteur. »« Monsieur Leroy, bien sûr. Le docteur sera ravi de vous revoir. Il a un créneau demain à 14 heures, cela vous conviendrait-il ?»« Parfait, merci. » Il raccrocha le cœur battant. Le docteur Moreau était le médecin qui s'était occupé d'Élise, mais aussi un vieil ami de la famille. C'était lui qui avait suggéré à Mathieu de consulter un psychiatre après le drame, conseil qu'il avait ignoré. Mais aujourd'hui, ce n'était pas pour lui-même qu'il souhaitait le voir, mais pour Camille. Il avait besoin de comprendre cette ressemblance troublante
et le docteur Moreau était peut-être le seul à pouvoir l'éclairer. Un bruit léger le fit se retourner. Camille se tenait dans l'encadrement de la porte, hésitante. « Je peux regarder la télévision ?» demanda-t-elle timidement. « Si ça ne te dérange pas. »« Bien sûr, » répondit-il, surpris par cette requête si normale, si quotidienne. Il alluma le grand écran plat qui n'avait pas servi depuis des mois et lui tendit la télécommande. Camille s'installa sur le canapé, ramenant ses jambes sous elle, et commença à zapper jusqu'à trouver un dessin animé. Le son joyeux de la télévision emplit la pièce, contrastant étrangement avec l'atmosphère habituelle du manoir. Mathieu l'observa un moment, fasciné par la façon dont sa présence transformait l'espace. Puis, il monta dans son bureau, au premier étage, d'où il pouvait entendre les rires enregistrés du dessin animé, et occasionnellement, le petit rire de Camille elle-même. Il s'assit à son bureau et alluma son ordinateur. Puis, avec une détermination qu'il ne s'était pas connue depuis longtemps, il commença à chercher des informations sur l'orphelinat Saint-Vincent et sur les procédures relatives aux enfants fugueurs. Ce qu'il découvrit ne fit que renforcer son malaise. L'établissement avait fait l'objet de plusieurs signalements pour négligence et méthodes disciplinaires controversées. Le placement que Camille craignait tant était prévu dans une famille d'accueil à Bordeaux, à plus de 500 km de Saint-Germain-en-Laye. Il comprenait maintenant pourquoi elle s'était enfuie. Le problème, c'est qu'il n'avait aucun droit légal de la garder. Même pour une nuit, il prenait un risque. S'il ne signalait pas sa présence, il pourrait être accusé d'enlèvement. Pourtant, alors qu'il écoutait les bruits de vie qui montaient du salon, Mathieu sut qu'il ne pouvait pas la renvoyer dans cet endroit. Pas encore. Pas avant d'avoir compris pourquoi le destin avait placé sur sa route cet enfant qui ressemblait tant à sa fille disparue. Il ouvrit un nouveau moteur de recherche et tapa « Test ADN rapide, Saint-Germain-en-Laye ». Le lendemain matin, Mathieu se réveilla en sursaut, désorienté par un bruit inhabituel provenant du rez-de-chaussée. Pendant un instant, il crut avoir rêvé, puis la mémoire lui revint. Camille. L'enfant était dans sa maison. Il se leva précipitamment, enfila sa robe de chambre et descendit les escaliers. La cuisine était illuminée par la lumière matinale qui filtrait à travers les rideaux entr'ouverts. Camille, toujours vêtue du pyjama rose trop grand, se tenait debout sur un tabouret devant la cuisinière, une spatule à la main. L'odeur de pain grillé et d'œufs embaumait l'air. « Bonjour », dit-elle timidement en l'apercevant. « J'ai préparé le petit déjeuner. J'espère que ça ne te dérange pas. » Mathieu resta interdit, frappé par l'étrangeté de la scène. Depuis combien de temps n'avait-il pas partagé un petit déjeuner avec quelqu'un? Depuis combien de temps la cuisine n'avait-elle pas été remplie de ces odeurs familières de vie quotidienne? « Non, pas du tout, » répondit-il finalement. « Mais tu n'avais pas à faire ça. » Elle haussa les épaules avec un demi-sourire. « J'aime cuisiner. À l'orphelinat, c'était la seule chose que sœur Martine me laissait faire à la cuisine. Elle disait que j'avais un don. » Elle retourna les œufs dans la poêle avec une dextérité surprenante pour son âge. Mathieu s'assit à la table, observant cet enfant qui se mouvait dans sa cuisine, comme si elle y avait toujours appartenu. C'était à la fois dérangeant et étrangement réconfortant. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il, cherchant à combler le silence. « Comme un loir », répondit-elle en servant les œufs dans 2 assiettes. « Je n'avais jamais dormi dans un lit aussi confortable. À l'orphelinat, les matelas sont tellement vieux qu'on sent les ressorts. » Elle déposa une assiette devant lui, puis s'assit en face attendant qu'il commence à manger avant de toucher à son propre repas. Cette politesse, cette retenue, témoignait d'une éducation stricte qui contrastait avec sa situation d'enfant des rues. « C'est délicieux », dit Mathieu après la première bouchée, surpris de constater qu'il ne mentait pas. Les œufs étaient parfaitement cuits, légèrement assaisonnés, exactement comme il les aimait. Un sourire illumina le visage de Camille. « Merci. C'est ma spécialité. » Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, puis Mathieu se décida à aborder le sujet qui le préoccupait. « Camille, j'ai pris rendez-vous avec un médecin aujourd'hui, le docteur Moreau. C'est un vieil ami. Je voudrais qu'il t'examine, pour s'assurer que tu es en bonne santé. » La fourchette de Camille s'immobilisa à mi-chemin de sa bouche. « Tu vas lui dire que je me suis enfui ?»« Non, » répondit Mathieu, surpris par sa propre décision. « Pas pour l'instant. Je lui dirai que tu es la fille d'une connaissance, venue passer quelques jours chez moi. » Le soulagement qui se peignit sur le visage de l'enfant lui serra le cœur. Elle avait vraiment peur de retourner à l'orphelinat. « Mais Camille, » ajouta-t-il avec sérieux, « nous ne pourrons pas continuer comme ça indéfiniment. Tu comprends ?» Elle hocha la tête, les yeux baissés. « Je sais, mais merci de me laisser rester encore un peu. »
Après le petit déjeuner, Mathieu appela le musée pour prévenir qu'il prendrait quelques jours de congé. Son supérieur, habitué à ses absences depuis la tragédie, ne posa pas de questions. Ensuite, il emmena Camille faire des courses. Elle avait besoin de vêtements et lui avait besoin de remplir son réfrigérateur désespérément vide. Dans la boutique de vêtements pour enfants, Mathieu se sentit étrangement désorienté. Les vendeuses s'adressaient à lui comme à un père, lui demandant l'âge de sa fille, suggérant des tailles et des styles. Il répondait mécaniquement, laissant Camille choisir ce qui lui plaisait, mais en restant dans des limites raisonnables. Elle semblait avoir un goût naturellement sobre, préférant les couleurs douces et les coupes simples aux tenues voyantes que la plupart des enfants auraient choisies. « Tu n'aimes pas les couleurs vives ?» demanda-t-il alors qu'elle reposait une robe rose fluo pour prendre un modèle bleu pastel. « Si, répondit-elle, mais je préfère ne pas me faire remarquer. » Cette réponse, empreinte d'une sagesse triste, en disait long sur la vie qu'elle avait menée jusqu'ici. Une vie où se faire remarquer pouvait être dangereux. Après les courses, ils se rendirent au cabinet du docteur Moreau. Dans la salle d'attente, Camille feuilletait un magazine avec une application studieuse, mais Mathieu pouvait voir ses mains trembler légèrement. Elle avait peur. « Tout va bien se passer », murmura-t-il en posant maladroitement une main sur son épaule. « Le docteur Moreau est très gentil. » Elle hocha la tête sans lever les yeux du magazine. « Monsieur Leroy ?» appela la secrétaire. « Le docteur peut vous recevoir maintenant. » Le docteur Moreau était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et au visage bienveillant marqué par les années. Il accueillit Mathieu avec une accolade chaleureuse, puis se tourna vers Camille avec un sourire. « Et qui est cette jeune demoiselle ?»« Camille, » répondit Mathieu. « La fille d'une connaissance. Elle séjourne chez moi quelques jours. » Le médecin lança un regard interrogateur à Mathieu, mais n'insista pas. « Enchanté, Camille. Alors, qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui ?»« Rien, » répondit-elle en haussant les épaules. « C'est lui qui voulait venir. » Le docteur Moreau eut un petit rire. « Je vois. Eh bien, puisque tu es là, que dirais-tu de me laisser vérifier que tout va bien ?» Une simple visite de routine. L'examen fut rapide et professionnel. Le médecin vérifia sa tension, ses réflexes, l'état de sa gorge et de ses oreilles, tout en lui posant des questions anodines sur ses goûts et ses activités préférées. Camille répondait poliment, mais avec réserve. À la fin, il lui proposa un bonbon qu'elle accepta avec un sourire timide. « Attends-moi dans la salle d'attente, s'il te plaît, » dit Mathieu. « Je dois parler au docteur en privé. » Une fois seul, le docteur Moreau perdit son sourire avenant. « Mathieu, qu'est-ce qui se passe exactement ? Cette enfant n'est clairement pas la fille d'une connaissance. Elle montre des signes de malnutrition et j'ai remarqué plusieurs ecchymoses anciennes sur ses bras et ses jambes. » Mathieu soupira et se passa une main sur le visage. « C'est compliqué, Jean. Je l'ai trouvée hier, dans la rue. Elle s'est enfuie de l'orphelinat Saint-Vincent. » Le médecin fronça les sourcils. « Et tu ne l'as pas signalée aux autorités ? C'est grave, Mathieu. Tu pourrais avoir des ennuis. »« Je sais, mais il y a autre chose. » Mathieu hésita puis sortit de sa poche une photo d'Élise qu'il tendit au médecin. « Regarde-la, puis regarde Camille. Tu ne remarques rien ?» Le docteur Moreau examina la photo, puis leva les yeux vers Mathieu avec une expression de compréhension soudaine. « La ressemblance est frappante, c'est vrai. Mais Mathieu, ce n'est qu'une coïncidence. Tu ne peux pas garder cette enfant juste parce qu'elle ressemble à Élise. Ce n'est pas que la ressemblance physique, insista Mathieu. C'est aussi sa façon de parler, de bouger, certaines de ses expressions. C'est comme si... » « Comme si quoi, Mathieu ? Je ne sais pas, » admit-il en se passant une main dans les cheveux. « C'est pour ça que je suis venu te voir. J'ai besoin que tu m'aides à comprendre. » Le médecin soupira puis ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une petite boîte en plastique. « Je peux faire un test ADN si c'est ce que tu veux. Mais Mathieu, même si par miracle cet enfant avait un lien biologique avec toi, ce qui est extrêmement improbable, cela ne changerait rien au fait que tu dois la signaler aux autorités. »« Je sais, » dit Mathieu, « mais j'ai besoin de savoir. » Le docteur Moreau acquiesça à contre-cœur. « Il me faudra un échantillon de ta salive et un de celle de l'enfant. » « Le test prendra environ 3 jours. »« 3 jours, » murmura Mathieu. « C'est possible de le faire plus rapidement. Je peux demander un traitement prioritaire, mais cela coûtera plus cher. L'argent n'est pas un problème. » Le médecin préleva un échantillon de salive de Mathieu à l'aide d'un coton-tige, puis lui remit un kit identique. Pour l'enfant. Assure-toi qu'elle n'a rien mangé ni bu dans l'heure précédant le prélèvement. De retour dans la salle d'attente, Mathieu trouva Camille en grande conversation avec une femme âgée. Elle souriait, animée et détendue pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée. «
En le voyant, elle s'excusa poliment auprès de la dame et vint le rejoindre. « Tu as fini ?» demanda-t-elle. « Oui, on peut y aller. » Dans la voiture, Camille regardait par la fenêtre pensive. « Le docteur a dit que j'étais malade ?»« Non, » répondit Mathieu. « Il a dit que tu étais un peu maigre et que tu avais besoin de manger régulièrement. C'est tout. » Elle hocha la tête, satisfaite de cette réponse. « On rentre à la maison ?»« La maison. » Ces mots, prononcés avec tant de naturel, provoquèrent chez Mathieu un mélange de malaise et d'émotion qu'il eut du mal à définir. Cet enfant, qu'il connaissait à peine, considérait déjà sa demeure comme un foyer. « Oui, » dit-il simplement. « On rentre à la maison. » Le reste de la journée s'écoula dans une étrange normalité. Camille l'aida à ranger les courses, puis passa l'après-midi à regarder la télévision pendant qu'il travaillait dans son bureau. Le soir, ils mangèrent ensemble un repas qu'elle avait insisté pour préparer. Des pâtes à la sauce tomate, simples mais étonnamment savoureuses. Après le dîner, alors qu'elle se brossait les dents dans la salle de bain, Mathieu saisit discrètement sa brosse à cheveux, sur laquelle restaient accrochés quelques cheveux sombres. Il les plaça soigneusement dans le sachet fourni par le docteur Moreau, puis referma le tout. Une partie de lui se sentait coupable de procéder ainsi à son insu, mais il avait besoin de réponse. Lorsqu'il vint lui souhaiter bonne nuit, Camille était déjà blottie sous les couvertures, serrant contre elle l'oreiller comme s'il s'agissait d'une peluche. « Mathieu » dit-elle, alors qu'il s'apprêtait à éteindre la lumière. « Oui, est-ce que je peux rester jusqu'à la fin de la semaine? Je promets de ne pas déranger. Je peux même t'aider à faire le ménage et la cuisine. » Son regard suppliant était presque insoutenable. Mathieu s'assit au bord du lit, cherchant ses mots. « Camille, je ne peux pas te promettre ça. Ce que je fais, ce que nous faisons, ce n'est pas légal. Tu devrais être sous la protection des services sociaux. »« Ils ne me protègent pas, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Ils veulent m'envoyer loin d'ici, loin de tout ce que je connais. Pourquoi est-ce si important pour toi de rester ici ?» demanda Mathieu, sincèrement intrigué. « Qu'est-ce qui te retient à Saint-Germain-en-Laye ?» Camille détourna le regard, fixant un point invisible sur le mur. « C'est ici que ma mère m'a laissé, sur les marches de l'église Saint-Louis. Il y avait une lettre avec moi qui disait qu'elle reviendrait me chercher quand elle le pourrait. Sœur Thérèse me l'a montrée. » Mathieu sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu as cette lettre ?» Elle secoua la tête. « Elle est restée à l'orphelinat. Mais je la connais par cœur. Elle disait « Je reviendrai te chercher, ma petite étoile. Attends-moi. » Et elle était signée A. A? Juste la lettre A. Sœur Thérèse pense que c'est l'initiale de son prénom. Mathieu tenta de garder une expression neutre, mais son esprit tournait à toute vitesse. A comme Amélie? Amélie Laurent, l'ancienne gouvernante de la maison, avec qui il avait eu une brève liaison avant de rencontrer Céline. Une liaison qu'il avait pris soin d'oublier, de rayer de sa mémoire. Mais maintenant, les souvenirs refluaient, comme une marée qu'on ne peut contenir. Amélie avait quitté son emploi brusquement, sans explication. Il se souvenait de son visage fin, de ses longs cheveux sombres et de ses yeux verts en amande, des yeux comme ceux de Camille, comme ceux d'Élise. Non, c'était impossible. Pure coïncidence. Il refusait de croire à une telle machination du destin. « Mathieu, ça va? Tu es tout pâle. » La voix inquiète de Camille le ramena à la réalité. « Oui, j'étais juste perdu dans mes pensées. Écoute, tu peux rester jusqu'à ce que je trouve une solution. Mais ce sera notre secret, d'accord ?» Le visage de Camille s'illumina d'un sourire si lumineux, si sincère, qu'il sentit son cœur se serrer. « Promis, personne ne saura que je suis ici. » Mathieu éteignit la lumière et sortit de la chambre, l'esprit en ébullition. Dans son bureau, il s'assit devant son ordinateur et, après un moment d'hésitation, tapa le nom d'Amélie Laurent dans le moteur de recherche. Des centaines de résultats apparurent, aucun ne correspondant à la femme qu'il avait connue. Il modifia sa recherche. Amélie Laurent Saint-Germain-en-Laye 2010. Cette fois, les résultats furent plus restreints. Il parcourut plusieurs pages avant qu'un lien ne retienne son attention. Un article de journal local daté de 2011 mentionnant une certaine Amélie Laurent, infirmière à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, décédée dans un accident de voiture. Le sang de Mathieu se glaça. Il cliqua sur le lien, mais l'article complet nécessitait un abonnement. Frustré, il nota les références et décida de se rendre aux archives du journal le lendemain. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. La nuit était claire, étoilée. « Ma petite étoile », avait écrit Amélie dans sa lettre. Était-ce possible? Amélie avait-elle eu un enfant de lui? Des jumeaux, peut-être? Élise et Camille?
Non, c'était absurde. Céline était la mère d'Élise. Il l'avait vue enceinte. Il avait assisté à l'accouchement, à moins que un souvenir lointain lui revint. Céline, effondrée dans un lit d'hôpital, lui annonçant qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Leur désespoir, puis cette proposition inattendue d'Amélie de porter leur enfant. Ils avaient accepté, fous de joie à l'idée de devenir parents. Mais Amélie avait disparu pendant la grossesse, pour réapparaître le jour de l'accouchement avec un bébé qu'elle leur avait confié avant de disparaître à nouveau. Ce bébé, c'était Élise. Mais si Amélie avait eu des jumeaux et n'en avait donné qu'un seul, si elle avait gardé l'autre, puis l'avait abandonné quand elle s'était retrouvée en difficulté, Mathieu se prit la tête entre les mains. Ces théories étaient folles, fruit d'un esprit désespéré de donner un sens à une rencontre fortuite. Il devait attendre les résultats du test ADN. Alors seulement, il saurait. Il retourna dans sa chambre et s'allongea, mais le sommeil le fuyait. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Qui était vraiment Camille? Pourquoi ressemblait-elle tant à Élise? Et si le test confirmait ses soupçons les plus fous, que ferait-il? Au milieu de la nuit, un cri le tira de sa torpeur. Il se précipita dans la chambre de Camille et la trouva assise dans son lit, en larmes, le visage déformé par la terreur. « Un cauchemar », murmura-t-elle alors qu'il s'asseyait à ses côtés. « J'ai rêvé que j'étais toute seule dans le noir et que personne ne venait me chercher. » Sans réfléchir, Mathieu la prit dans ses bras. Elle s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage, ses petits doigts agrippant le tissu de son t-shirt. « Tu n'es pas seule », murmura-t-il. « Je suis là. » Et tandis qu'il la berçait doucement, attendant que ses sanglots s'apaisent, Mathieu sentit quelque chose se briser en lui, une barrière qu'il avait érigée autour de son cœur pour se protéger de la douleur. Quoi que révèle le test ADN, quoi qu'il advienne ensuite, il ne pourrait plus prétendre que cet enfant ne signifiait rien pour lui. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange routine. Chaque matin, Mathieu s'éveillait avec la sensation d'être observé, pour découvrir Camille assise au pied de son lit, un livre entre les mains. « Je ne voulais pas te réveiller », disait-elle invariablement, avant de se glisser hors de la chambre pour préparer le petit déjeuner. La maison, autrefois silencieuse comme une tombe, s'emplissait peu à peu de bruits nouveaux. Le rire de Camille devant un dessin animé, ses pas légers dans les escaliers, sa voix claire qui fredonnait des comptines. Des détails insignifiants qui pourtant transformaient l'atmosphère des lieux. Mathieu observait ces changements avec un mélange de fascination et d'appréhension. Il se surprenait à attendre avec impatience le retour de l'école, car il avait décidé d'inscrire temporairement Camille à l'école du village sous un faux nom, prétextant qu'elle était sa nièce en visite. Il se réjouissait de l'entendre raconter sa journée, de la voir dévorer son goûter avec appétit, de l'aider à faire ses devoirs, des gestes quotidiens, banals, qui lui avaient tant manqué. Mais la culpabilité le rongeait. Culpabilité envers Élise, dont le souvenir semblait s'estomper un peu plus chaque jour. Culpabilité envers Camille, qu'il retenait dans cette situation précaire, illégale. Culpabilité envers les autorités, qu'il continuait de tromper. Et surtout, l'attente des résultats du test ADN le consumait. Chaque sonnerie de téléphone le faisait sursauter. Chaque email non lu lui donnait des palpitations. Ce matin-là, le 4e depuis la prise d'échantillons, Mathieu se rendit aux archives du journal local. La bibliothécaire, une femme d'un certain âge aux lunettes perchées sur le bout du nez, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Je recherche un article paru en 2011, » expliqua Mathieu, « concernant une certaine Amélie Laurent. » La bibliothécaire fronça les sourcils. « Ce nom me dit quelque chose. Attendez, je vais vérifier dans notre base de données. » Quelques minutes plus tard, elle revint avec une liasse de documents. « Voilà, j'ai trouvé plusieurs mentions. Amélie Laurent était infirmière à l'hôpital local. Elle a disparu en 2011, laissant derrière elle un bébé. L'affaire a fait grand bruit à l'époque. Disparue, pas décédée? Non, du moins pas officiellement. Elle a quitté son appartement un soir, confiant sa fille à une voisine pour quelques heures, et n'est jamais revenue. La police a classé l'affaire comme disparition volontaire après avoir découvert qu'elle avait retiré toutes ses économies la veille. » Mathieu sentit son cœur s'emballer. « Et l'enfant? Qu'est-il devenu ?» La bibliothécaire haussa les épaules. « Les services sociaux ont dû s'en occuper, j'imagine. L'article ne le précise pas. » Mathieu parcourut les coupures de presse avec fébrilité. Un détail attira son attention. Une photo d'Amélie souriante tenant dans ses bras un bébé aux grands yeux verts. La ressemblance avec Camille était indéniable. « Puis-je faire une copie de cet article ?» demanda-t-il d'une voix qu'il s'efforçait de rendre détachée.
De retour dans sa voiture, Mathieu examina la photocopie avec attention. L'article mentionnait qu'Amélie Laurent, 28 ans, avait disparu le 12 mars 2011, abandonnant sa fille de 6 mois, prénommée Camille. Les voisins la décrivaient comme une mère aimante mais secrète, qui ne parlait jamais du père de l'enfant. La police soupçonnait qu'elle avait fui pour rejoindre ce dernier. 6 mois, en mars 2011, Mathieu fit un rapide calcul mental. Cela signifiait que la petite Camille était née en septembre 2010, exactement comme Élise. Le téléphone de Mathieu vibra, le faisant sursauter. C'était un message du docteur Moreau. « Les résultats sont arrivés. Passe à mon cabinet dès que possible. » Les mains tremblantes, Mathieu démarra sa voiture et se dirigea vers le cabinet médical. L'attente dans la salle d'attente lui parut interminable, bien qu'il fût reçu presque immédiatement. Le docteur Moreau l'attendait, une enveloppe à la main, l'expression grave. « Assieds-toi, Mathieu, » dit-il en désignant un fauteuil. Mathieu obtempéra, le cœur battant si fort qu'il avait l'impression que le médecin pouvait l'entendre. « J'ai les résultats du test ADN, » annonça le docteur Moreau sans préambule, « et je dois dire qu'ils sont surprenants. » Il ouvrit l'enveloppe et en sortit un document qu'il tendit à Mathieu. Selon ce rapport, la probabilité que tu sois le père biologique de cet enfant est de 99,43%. En d'autres termes, c'est une certitude. Mathieu fixa le document, incapable de parler. Les chiffres et les termes scientifiques dansaient devant ses yeux, mais une seule information s'imposait à son esprit. Camille était sa fille biologique. « C'est impossible, » murmura-t-il enfin. « Je n'ai jamais... » Il s'interrompit, le souvenir d'Amélie s'imposant à nouveau à lui. Si, bien sûr qu'il avait jamais, une fois, une seule fois, avant de rencontrer Céline. Une aventure sans lendemain avec la gouvernante qu'il avait engagée sur les recommandations d'une agence. Une erreur de jeunesse qu'il s'était empressé d'oublier. Mathieu, la voix du docteur Moreau le ramena à la réalité. Tu savais que c'était possible, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as demandé ce test. Je soupçonnais quelque chose, admit Mathieu. Mais pas ça, pas exactement ça. Il raconta alors au médecin ce qu'il venait de découvrir aux archives. Amélie Laurent, sa brève liaison avec elle, sa disparition en 2011, l'enfant abandonné. Mais ce qui n'a pas de sens, conclut-il, c'est la ressemblance avec Élise. Comment 2 enfants de mères différentes peuvent-elles se ressembler à ce point? Le docteur Moreau sembla soudain mal à l'aise. Mathieu, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Mais Céline m'avait fait promettre de garder le secret. De quoi parles-tu? Le médecin prit une profonde inspiration. Céline ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous avez essayé pendant des années, tu te souviens. Puis soudain, elle est tombée enceinte. Ou du moins, c'est ce qu'elle t'a fait croire. Mathieu sentit le sol se dérober sous ses pieds. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Élise n'était pas la fille biologique de Céline. Elle a simulé sa grossesse, portant des coussins sous ses vêtements, prenant du poids délibérément. Pendant ce temps, la véritable mère biologique portait l'enfant. Un arrangement privé sans passer par une agence d'adoption officielle. C'était illégal, bien sûr, mais Céline était désespérée. La véritable mère biologique, répéta Mathieu, le souffle coupé. Amélie? Le docteur Moreau hocha la tête. Je ne connaissais pas son nom. Céline m'a simplement demandé de l'aider pour l'accouchement qui a eu lieu chez vous, dans la plus grande discrétion. Tu étais en voyage d'affaires, tu te souviens? Quand tu es rentré, Céline tenait Élise dans ses bras, prétendue née prématurément en ton absence. Mathieu se leva brusquement, le visage déformé par la colère et l'incrédulité. Et tu as accepté de participer à cette mascarade? J'ai fait ce que j'ai pensé être le mieux pour vous deux, se défendit le médecin. Vous vouliez tellement un enfant. Et Céline était ma patiente depuis l'enfance. Je lui devais bien ça. Mathieu arpentait maintenant le bureau de long en large, assimilant ces révélations bouleversantes. Donc Élise était la fille biologique d'Amélie, et la mienne, et Camille aussi, ce qui signifie qu'elles étaient jumelles, confirma le docteur Moreau. Amélie a dû garder l'une des filles et vous donner l'autre. Peut-être était-ce l'arrangement convenu avec Céline. Ou peut-être Céline ignorait-elle l'existence de la seconde enfant. Mon Dieu, murmura Mathieu en s'effondrant dans le fauteuil. Toutes ces années à ignorer que j'avais une autre fille. Tu ne pouvais pas savoir, dit doucement le médecin. Personne ne le pouvait. Mais cette consolation sonnait creux. Mathieu se sentait trahi, manipulé, par Céline, par Amélie, même par Jean Moreau, qu'il considérait comme un ami.
Sa vie entière semblait n'être qu'un château de cartes bâti sur des mensonges. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant » demanda-t-il plus à lui-même qu'au médecin. « Légalement, tu es le père de Camille, » répondit celui-ci. « Tu pourrais demander sa garde, entamer une procédure d'adoption. Mais cela signifierait expliquer pourquoi tu l'as gardée chez toi sans prévenir les autorités. Tu risquerais des poursuites. »« Je m'en fiche, » trancha Mathieu. « C'est ma fille. Je ne l'abandonnerai pas une seconde fois. » Le docteur Moreau hocha la tête, compréhensif. « Dans ce cas, je te conseille de consulter un avocat. Antoine Bertrand est spécialisé dans le droit de la famille. Il pourra te guider. » Mathieu quitta le cabinet médical dans un état second, le rapport d'analyse ADN soigneusement plié dans sa poche. Il conduisit jusqu'à l'école de Camille et attendit la fin des cours perdus dans ses pensées. Lorsque la cloche sonna, les enfants se déversèrent dans la cour comme un torrent joyeux. Camille apparut parmi les derniers, discutant avec animation avec une camarade de classe. En apercevant Mathieu, son visage s'illumina et elle courut vers lui. « Mathieu! Regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. » Elle lui tendit fièrement un dessin, une grande maison avec un arbre à côté et 2 personnages se tenant par la main devant la porte. « C'est notre maison, » expliqua-t-elle, « et c'est toi et moi. » Mathieu sentit sa gorge se nouer. « C'est très beau, Camille, » dit-il en s'efforçant de sourire. « Tu as l'air bizarre, » remarqua-t-elle en fronçant les sourcils. « Ah, il s'est passé quelque chose. Nous devons parler, » répondit-il. « Mais pas ici, rentrons à la maison. » Durant le trajet, Camille babilla joyeusement à propos de sa journée, inconsciente du tumulte intérieur qui agitait Mathieu. Il l'écoutait d'une oreille distraite, cherchant les mots pour lui annoncer la vérité. Comment expliquer à une enfant de 8 ans que l'homme qui l'avait recueilli par hasard était en réalité son père biologique, que la mère qu'elle espérait voir revenir un jour l'avait abandonnée volontairement, que la sœur jumelle dont elle ignorait l'existence n'était plus de ce monde? Arrivé au manoir, Mathieu proposa à Camille de s'installer dans le salon avec un goûter. Elle s'exécuta, intriguée par son air grave. « Camille, » commença-t-il en s'asseyant face à elle, « tu te souviens quand le docteur Moreau t'a examiné? Ce jour-là, j'ai demandé un test spécial. » « Quel genre de test? » « Un test qui permet de savoir si 2 personnes sont de la même famille. Un test ADN. » Camille le fixait avec ses grands yeux verts, attendant la suite. « J'ai reçu les résultats aujourd'hui, » poursuivit Mathieu. « Et ce test a révélé quelque chose d'incroyable. » Il prit une profonde inspiration. « Je suis ton père, Camille. Ton père biologique. » Le visage de l'enfant resta impassible pendant quelques secondes, puis ses yeux s'écarquillèrent. « Mon père? Mais comment c'est possible? Ma mère ne t'a jamais mentionné. Sœur Thérèse m'a dit qu'elle ne savait pas qui était mon père. C'est une longue histoire, soupira Mathieu, et je ne la connais pas entièrement moi-même. Mais ce que je sais, c'est que ta mère s'appelait Amélie Laurent. Elle a travaillé ici, dans cette maison, il y a longtemps. Et toi et moi, nous partageons le même sang. Tu es ma fille. » Camille posa son verre de lait, ses mains tremblant légèrement. « Si tu es mon père, pourquoi tu ne m'as jamais cherché? Pourquoi tu m'as laissé à l'orphelinat ?» La question, directe et douloureuse, frappa Mathieu en plein cœur. « Parce que je ne savais pas que tu existais, » répondit-il avec sincérité. « Ta mère ne m'a jamais dit qu'elle attendait un enfant. Elle est partie sans explication. Alors, c'est un hasard si tu m'as trouvé ce jour-là, sous la pluie. Oui, le plus extraordinaire des hasards. » Camille semblait lutter pour assimiler ces informations. Son front se plissait sous l'effort de réflexion. Ses mains tripotaient nerveusement le bord de son t-shirt. « Est-ce que ça veut dire que je peux rester ici? Pour toujours ?» Sa voix était si pleine d'espoir que Mathieu sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui, Camille, si c'est ce que tu veux, tu peux rester ici pour toujours. Je vais faire les démarches nécessaires pour que tu sois officiellement ma fille, aux yeux de la loi. » Un sourire timide se dessina sur les lèvres de Camille. « Alors je devrais t'appeler papa maintenant ?» Mathieu fut surpris par la bouffée d'émotion qui le submergea à ces mots. « Tu peux m'appeler comme tu veux, » dit-il d'une voix étranglée. « Mathieu, papa, ce qui te rend à l'aise. » Camille sembla réfléchir intensément, puis hocha la tête avec décision. « Je crois que je préfère papa. Ça fait longtemps que je voulais dire ce mot à quelqu'un. » Elle se leva et, avec une spontanéité qui prit Mathieu au dépourvu, vint se blottir contre lui. Instinctivement, il referma ses bras autour d'elle, sentant son petit corps chaud contre le sien, respirant l'odeur de ses cheveux. Et pour la première fois depuis la disparition d'Élise, il sentit quelque chose se réchauffer en lui, comme un feu qu'on ravive après un long hiver. « Il y a autre chose que tu dois savoir, Camille, » murmura-t-il après un moment. « Quelque chose d'important.
Elle leva vers lui un regard interrogateur. « Tu avais une sœur jumelle. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent à nouveau. « Une jumelle? Où est-elle » Mathieu hésita. Comment expliquer à cet enfant qui venait de retrouver un père que sa sœur, qu'elle n'avait jamais connue, n'était plus? « Elle s'appelait Élise, » dit-il doucement. « Elle a vécu ici, avec moi. Mais il y a 3 ans, elle est partie. »« Partie où ?»« Au ciel, » répondit Mathieu, optant pour cette métaphore douce plutôt que pour la vérité brutale. Elle était malade, et les médecins n'ont pas pu la sauver. Le visage de Camille s'assombrit. « C'est pour ça que tu étais si triste quand je t'ai rencontré, parce que tu pensais à elle. »« Oui, » admit Mathieu, « et aussi parce que tu lui ressembles tellement. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai cru que c'était elle. » Camille hocha la tête, comprenant soudain beaucoup de choses. Les regards étranges que Mathieu lui lançait parfois, la chambre fermée à clé au bout du couloir, les photos qu'elle avait aperçues dans le salon, et qui montraient une petite fille qui aurait pu être son reflet. « Est-ce que je peux la voir ?» demanda-t-elle. « Je veux dire voir sa photo. » Mathieu se leva et se dirigea vers la bibliothèque. Il en sortit un album photo qu'il n'avait pas ouvert depuis des mois et l'apporta à Camille. Ensemble, ils le feuilletèrent, Mathieu expliquant chaque image, racontant des anecdotes sur Élise, sa passion pour les étoiles, son rire contagieux, sa peur des araignées. Camille écoutait, fascinée, découvrant cette sœur qu'elle n'avait jamais connue, mais qui, d'une certaine façon, faisait partie d'elle. Elle s'attarda sur une photo où Élise, vêtue d'une robe bleue, posait devant un gâteau d'anniversaire surmonté de 6 bougies. « On se ressemble vraiment, » murmura-t-elle émerveillée. « Vous êtes identiques, » confirma Mathieu. « Ou presque. » Élise avait les cheveux plus clairs, mais les mêmes yeux, le même sourire, la même fossette au menton. Ils passèrent le reste de la soirée à feuilleter des albums, Camille posant des questions incessantes sur sa sœur, sur Mathieu, sur la vie qu'ils avaient menée. Ce n'est que lorsque l'horloge du salon sonna 8 heures, car Mathieu l'avait remise en marche ce matin-là, dans un geste symbolique, qu'ils réalisèrent qu'ils n'avaient pas dîné. « Je vais préparer quelque chose », proposa Camille en se levant. « Non, » dit Mathieu en posant une main sur son épaule. « Ce soir, c'est moi qui cuisine, et demain, nous irons acheter de quoi redécorer ta chambre. Pour qu'elle soit vraiment la tienne. » Camille lui adressa un sourire radieux, puis se dirigea vers la cuisine en sautillant, comme si un poids immense venait de lui être retiré des épaules. Mathieu la suivit, son propre cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Dans la cuisine, tandis qu'il préparait des pâtes, le seul plat qu'il maîtrisait à peu près, il observait Camille mettre la table, fredonnant une chanson qu'elle avait apprise à l'école. Et il sut avec certitude que même si le chemin serait long et semé d'embûches, même s'il devrait affronter la justice, les services sociaux et ses propres démons, il se battrait pour garder cet enfant auprès de lui, parce qu'elle était sa fille, et parce que, contre toute attente, elle avait réussi à rallumer une flamme qu'il croyait éteinte à jamais, l'espoir. Le lendemain matin, Mathieu se réveilla avec une détermination nouvelle. Pour la première fois depuis des années, il avait un objectif clair, obtenir la garde légale de Camille. Après avoir préparé le petit déjeuner, une première depuis la disparition d'Élise, il contacta maître Antoine Bertrand, l'avocat recommandé par le docteur Moreau. « Je peux vous recevoir à 11 heures », proposa l'avocat, après avoir écouté le résumé succinct de la situation. Pendant que Camille était à l'école, Mathieu se rendit au cabinet de maître Bertrand, situé dans un élégant immeuble haussmannien du centre-ville. L'avocat, un homme d'une 50aine d'années à l'allure distinguée, l'accueillit avec une poignée de main ferme. « Votre situation est inhabituelle pour dire le moins », déclara-t-il après avoir écouté le récit détaillé de Mathieu. « Mais pas désespéré. Le fait que vous soyez le père biologique de l'enfant joue en votre faveur. Le test ADN est un élément solide. Cependant, le fait que vous ayez gardé cet enfant chez vous pendant plusieurs jours sans alerter les autorités pourrait être problématique. J'ignorais qu'elle était ma fille, se défendit Mathieu. Je comprends, mais la loi est claire. Vous auriez dû signaler sa présence immédiatement. Cela dit, les circonstances atténuantes sont nombreuses. La ressemblance frappante avec votre fille décédée, le fait que l'enfant elle-même vous ait identifié comme une figure paternelle, que me conseillez-vous ? L'avocat réfléchit un instant. La meilleure approche serait de contacter les services sociaux de notre propre initiative avant qu'ils ne découvrent la situation. Nous expliquerons les circonstances, présenterons le test ADN et demanderons la garde temporaire pendant que nous entamons une procédure d'adoption en bonne et due forme. Adoption ?
Mais je suis son père biologique. Certes, mais vous n'êtes pas reconnu légalement comme tel. Le nom du père n'apparaît pas sur l'acte de naissance de Camille. Pour l'état civil, elle est la fille d'Amélie Laurent, père inconnu. Nous devrons d'abord établir votre paternité légale, puis demander la garde. Mathieu hocha la tête, assimilant ces informations. Et quelles sont mes chances? Raisonnablement bonnes, estima maître Bertrand. Vous avez un emploi stable, un domicile spacieux, aucun antécédent judiciaire. Le test ADN est incontestable. Et si l'enfant exprime clairement son désir de vivre avec vous, cela pèsera également dans la balance. Elle le fera, affirma Mathieu avec conviction. Elle me l'a déjà dit. Parfait. Maintenant, concernant la façon dont vous l'avez rencontré, je vous ai dit la vérité. Je n'en doute pas, l'assura l'avocat. Mais la vérité, dans sa version brute, pourrait ne pas être optimale pour votre dossier. Je suggère que nous la présentions ainsi. Vous avez croisé cet enfant, remarqué sa ressemblance frappante avec votre fille décédée et décidé de l'aider. En discutant avec elle, vous avez découvert qu'elle était peut-être votre fille biologique, ce qui vous a conduit à faire un test ADN. Une fois la confirmation obtenue, vous avez immédiatement cherché à régulariser la situation. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, objecta Mathieu. C'est une version simplifiée, mais pas mensongère, nuança l'avocat. Et elle vous présente sous un jour plus favorable. Croyez-moi, dans ce genre de procédure, la perception est aussi importante que les faits. Mathieu céda finalement, comprenant la logique de cette approche. Ils convinrent d'un rendez-vous pour le surlendemain, le temps de préparer les documents nécessaires. En quittant le cabinet, Mathieu se sentait à la fois anxieux et soulagé. Le processus était enclenché, mais l'issue restait incertaine. De retour au manoir, il décida de mettre à profit les heures restantes avant la sortie de l'école pour s'attaquer à un projet qu'il remettait sans cesse à plus tard, la chambre d'Élise. Il était temps que cette pièce cesse d'être un sanctuaire intouchable pour redevenir un espace vivant. Avec une émotion qu'il ne cherchait plus à réprimer, il ouvrit la porte et contempla la chambre baignée de lumière. Chaque objet lui rappelait Élise, la collection de licornes sur l'étagère, les livres d'astronomie soigneusement rangés, le mobile d'étoiles et de planètes suspendues au plafond. Comment transformer cet espace sans trahir sa mémoire? La solution lui vint en observant le mobile qui tournait doucement dans le courant d'air. Élise adorait les étoiles. Camille, d'après la lettre laissée par Amélie, était sa petite étoile. Ce serait le fil conducteur, le lien entre les deux sœurs. Il commença par retirer les objets les plus personnels, les vêtements, les jouets préférés, les carnets de dessin, qu'il rangea soigneusement dans des boîtes. Il les conserverait dans le grenier, précieux témoignage d'une vie trop brève. Puis, il déplaça les meubles, créant un espace différent mais qui conservait l'essence du lieu. À 14 heures, il alla chercher Camille à l'école. Son visage s'illumina en l'apercevant, et elle courut vers lui, se jetant dans ses bras avec un abandon qui le surprit et l'émut. « Papa !» s'exclama-t-elle, testant ce nouveau mot avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Quelques parents se retournèrent, intrigués par cette familiarité soudaine entre l'oncle supposé et sa nièce. Mathieu sentit leurs regards curieux mais décida de les ignorer. Bientôt, ils connaîtraient tous la vérité de toute façon. « J'ai une surprise pour toi », annonça-t-il une fois dans la voiture. « Quoi ?» demanda Camille, les yeux brillants. « Tu verras. Mais d'abord, nous allons faire des courses. » Ils se rendirent dans un grand magasin de décoration où Mathieu invita Camille à choisir tout ce qui lui plaisait pour sa chambre. Linge de lit, rideaux, tapis, lampes de chevet. Elle opta pour des tons bleus et violets avec des motifs d'étoiles et de croissants de lune. Mathieu ajouta des guirlandes lumineuses, des coussins en forme d'étoiles et un magnifique plafonnier qui projetait des constellations dans l'obscurité. De retour à la maison, il conduisit Camille à l'étage. « Ferme les yeux », demanda-t-il, en s'arrêtant devant la porte de l'ancienne chambre d'Élise. Camille obéit, frémissante d'anticipation. Mathieu ouvrit la porte et la guida à l'intérieur. « Tu peux regarder maintenant. » Elle ouvrit les yeux et resta bouche bée. La chambre avait été transformée. Les murs, autrefois couverts de posters de dessins animés, étaient à présent nus, prêts à accueillir de nouvelles décorations. Les meubles avaient été réarrangés, créant un espace différent mais accueillant. Sur le lit trônait encore l'ours en peluche préféré d'Élise, seul vestige visible du passé. « C'était sa chambre ?» demanda Camille d'une voix douce. « Oui », confirma Mathieu. « Et maintenant, ce sera la tienne. Nous allons la décorer ensemble, à ton goût. »
Mais j'ai pensé que tu voudrais peut-être garder certaines choses d'elle, comme cet ours. Elle l'adorait. Camille s'approcha du lit et prit l'ours dans ses bras, le serrant contre elle avec une tendresse qui brisa le cœur de Mathieu. Il s'appelle comment? Caramel. J'aime bien, dit-elle en caressant la fourrure usée du jouet. Puis, levant les yeux vers le mobile d'étoiles et de planètes, elle ajouta « Et ça aussi, j'aime bien. On peut le garder ?» Bien sûr. Élise adorait les étoiles. Elle voulait devenir astronaute. Moi aussi, j'aime les étoiles, confia Camille. À l'orphelinat, je regardais souvent le ciel la nuit. Sœur Thérèse m'avait appris quelques constellations. Un nouveau lien entre les jumelles, songea Mathieu. Comme si, malgré la séparation, quelque chose d'essentiel les unissait au-delà du sang et de l'apparence physique. Ils passèrent le reste de l'après-midi à décorer la chambre, accrochant les guirlandes lumineuses, installant les nouveaux rideaux, disposant les coussins en forme d'étoiles sur le lit. Camille travaillait avec application, son visage rayonnant de bonheur. Parfois, elle s'arrêtait pour poser des questions sur Élise, avide de connaître cette sœur qu'elle découvrait tardivement. Elle aimait l'école? Pas tellement, avoua Mathieu avec un sourire. Elle préférait dessiner et inventer des histoires. Ses maîtresses disaient qu'elle avait trop d'imagination. « Moi aussi, j'invente des histoires », s'exclama Camille. Parfois, le soir, quand je n'arrivais pas à dormir, j'imaginais des aventures dans l'espace. J'étais une exploratrice qui découvrait de nouvelles planètes. Mathieu sentit sa gorge se nouer. Élise faisait exactement la même chose. Il avait passé d'innombrables soirées à l'écouter raconter ses voyages imaginaires parmi les étoiles. Le soir venu, une fois la chambre terminée, ils contemplèrent leur œuvre avec satisfaction. La pièce avait été transformée, alliant le souvenir d'Élise et la présence nouvelle de Camille dans un équilibre parfait. Lorsque Mathieu éteignit la lumière principale, ne laissant que les guirlandes et le plafonnier projeter leur douce lueur, la chambre se remplit d'étoiles mouvantes, créant l'illusion d'un ciel nocturne. « C'est magnifique », murmura Camille, émerveillée. « Comme si on était dans l'espace. »« Je suis sûr qu'Élise aurait adoré, » dit Mathieu ému. Cette nuit-là, Camille s'endormit serrant Caramel contre elle, sous un ciel d'étoiles artificielles. Mathieu resta un long moment à la porte, observant sa silhouette paisible. Pour la première fois depuis la disparition d'Élise, il sentait que la vie reprenait ses droits dans cette maison, trop longtemps endeuillée. Le surlendemain, comme convenu, Mathieu et Camille se rendirent au cabinet de maître Bertrand. L'avocat accueillit la fillette avec chaleur, prenant le temps de la mettre à l'aise avant d'aborder les questions sérieuses. « Camille, dit-il finalement, je dois te poser quelques questions importantes. Tes réponses aideront Mathieu, ton papa, à obtenir le droit de s'occuper de toi légalement. Tu comprends ?» Elle hocha la tête, soudain très grave. « Veux-tu vivre avec Mathieu ?»« Oui, » répondit-elle sans hésitation. « C'est mon papa. Pas vrai, famille. Et à l'orphelinat, comment étais-tu traitée ?» Camille baissa les yeux. « Pas très bien. Certaines sœurs étaient gentilles, comme sœur Thérèse, mais d'autres étaient méchantes. Sœur Agathe nous punissait tout le temps. Elle nous enfermait dans le placard quand on faisait du bruit. » Mathieu serra les poings sous la table, contenant sa colère à l'idée de sa fille maltraitée dans cette institution supposée la protéger. « Et pourquoi t'es-tu enfui ?» poursuivit l'avocat. « Parce qu'il voulait m'envoyer loin d'ici, dans une famille à Bordeaux. Mais je ne voulais pas partir. Je voulais rester pour quand ma mère reviendrait. » Elle marqua une pause, puis ajouta doucement « Mais maintenant je sais qu'elle ne reviendra pas. Et ce n'est pas grave, parce que j'ai retrouvé mon papa. » Maître Bertrand échangea un regard avec Mathieu. La sincérité de l'enfant, sa détermination calme, ne pouvaient que jouer en leur faveur. « Très bien, Camille. Merci pour tes réponses. Maintenant, si tu veux bien attendre dans la salle à côté, j'ai encore quelques détails à discuter avec ton papa. » Une fois Camille sortie, l'avocat se tourna vers Mathieu. « J'ai préparé tous les documents nécessaires. Nous allons déposer une demande de reconnaissance de paternité, suivie d'une requête de garde exclusive. En parallèle, j'ai rédigé un courrier expliquant les circonstances particulières de votre rencontre avec Camille et votre décision de la garder temporairement après la découverte de votre lien biologique. Et pour l'orphelinat, les mauvais traitements qu'elle a mentionnés, nous pouvons inclure ces allégations dans notre dossier, mais avec prudence. Sans preuve concrète, cela pourrait être perçu comme une tentative de discréditer l'institution pour justifier votre action. » Mathieu acquiesça à contre-cœur. « Et maintenant, nous allons rencontrer Madame Dubois, de l'aide sociale à l'enfance. Je l'ai contactée hier et lui ai exposé les grandes lignes de la situation. Elle a accepté de nous recevoir aujourd'hui même, à 14 heures.
La rencontre avec Madame Dubois fut moins intimidante que Mathieu ne l'avait craint. La fonctionnaire, une femme d'une quarantaine d'années au regard bienveillant mais perspicace, les reçut dans son bureau encombré de dossiers. « Votre situation est pour le moins inhabituelle, monsieur le roi », déclara-t-elle, après avoir écouté leur exposé et examiné les documents présentés par maître Bertrand. En temps normal, garder un enfant fugueur sans alerter les autorités est passible de poursuite. « Je comprends, » dit Mathieu tendu. « Cependant, poursuivit-elle, les circonstances sont exceptionnelles. Le test ADN ne laisse aucun doute sur votre lien biologique avec Camille, et son bien-être semble assuré chez vous, ce qui est notre préoccupation principale. » Elle se tourna vers Camille, qui attendait sagement sur une chaise, les mains croisées sur ses genoux. « Camille, puis-je te parler en privé un moment ?» L'enfant jeta un regard inquiet à Mathieu, qui l'encouragea d'un sourire. « Va avec Madame Dubois. Tout ira bien. » Camille suivit la fonctionnaire dans une pièce adjacente. Pendant leur absence, qui dura une vingtaine de minutes, Mathieu arpenta le bureau comme un lion en cage, tandis que maître Bertrand tentait de le rassurer. Lorsqu'elles revinrent, Madame Dubois arborait une expression indéchiffrable. « Monsieur le roi, je vais être franche avec vous. Cet enfant vous considère déjà comme son père, dans tous les sens du terme. La séparer de vous maintenant serait traumatisant pour elle. » Mathieu sentit un immense soulagement l'envahir. « Alors je vais recommander que vous obteniez la garde provisoire de Camille, pendant que les procédures légales suivent leur cours. Un travailleur social viendra régulièrement s'assurer que tout se passe bien. Et bien sûr, Camille devra être officiellement inscrite à l'école. »« C'est déjà fait, » confirma Mathieu. « Même si j'ai dû arranger un peu la vérité concernant notre lien familial. Nous régulariserons tout cela, » assura Madame Dubois. Elle se tourna vers Camille avec un sourire. « Tu vas pouvoir rester avec ton papa, Camille. Mais je viendrai te voir de temps en temps, pour m'assurer que tout va bien, d'accord ?» Le visage de Camille s'illumina de joie. « D'accord, et vous pourrez voir ma chambre. Elle est magnifique, avec des étoiles partout. » Le soir même, ils célébrèrent cette première victoire en préparant ensemble un gâteau au chocolat, une recette qu'Élise adorait. Tandis que la pâte cuisait dans le four, embaumant la cuisine d'une odeur réconfortante, Mathieu observait Camille lécher la cuillère en bois avec délectation, exactement comme le faisait sa sœur. « Tu sais, » dit-il soudain, « j'ai pensé à quelque chose. Quand toutes les formalités seront terminées, quand tu seras officiellement ma fille aux yeux de la loi, nous pourrions modifier ton nom. »« Changer mon nom ?» répéta Camille, intriguée. « Pas complètement. Tu resterais Camille, mais tu pourrais ajouter le prénom de ta sœur si tu le souhaites. Camille Élise Leroy. Qu'en penses-tu » Les yeux de Camille s'emplirent de larmes. « J'aimerais beaucoup. Comme ça, elle serait toujours un peu avec moi. » Mathieu la serra contre lui, ému par sa sensibilité. « Elle sera toujours avec nous d'une certaine façon, dans nos souvenirs, dans nos cœurs, et maintenant, à travers toi. » Plus tard dans la soirée, après avoir bordé Camille, Mathieu s'installa dans son bureau et pour la première fois depuis des mois, ouvrit son ordinateur pour travailler. Il avait négligé ses recherches sur les collections égyptiennes du musée, laissant ses collègues assumer ses responsabilités pendant sa longue période de deuil. Il était temps de reprendre le cours de sa vie professionnelle. Mais avant de se plonger dans ses dossiers, il ouvrit un nouveau document et commença à écrire. Les mots coulaient facilement, alimentés par l'émotion et les événements extraordinaires des derniers jours. Il écrivait l'histoire d'Élise et de Camille, ses jumelles séparées à la naissance, dont l'une avait dû partir pour que l'autre retrouve son chemin vers la maison familiale. Non pas un journal intime, mais un témoignage qu'il offrirait un jour à Camille, pour qu'elle comprenne d'où elle venait, qui était sa sœur, et comment le destin avait tissé leur vie en une tapisserie complexe d'amour, de pertes et de retrouvailles. Aux alentours de minuit, alors qu'il achevait le premier chapitre de ce récit, un cri étouffé le fit sursauter. Il se précipita dans la chambre de Camille et la trouva assise dans son lit en larmes, serrant Caramel contre elle. « Un cauchemar ?» demanda-t-il doucement, en s'asseyant près d'elle. Elle hocha la tête, incapable de parler. « Tu veux me raconter ? J'ai rêvé que tu m'abandonnais, » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Comme ma mère. Comme tout le monde. Camille, regarde-moi, » dit Mathieu en prenant son visage entre ses mains. « Je ne t'abandonnerai jamais. Tu es ma fille, ma famille. Je me battrai pour toi, contre le monde entier s'il le faut. Tu promets ? » ?»« Je promets. » Il resta auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle se rendorme, puis retourna à son bureau où le document l'attendait, témoin silencieux de sa promesse.
Une promesse qu'ils comptaient bien tenir, quels que soient les obstacles que l'avenir leur réserverait. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une routine paisible qui rappelait à Mathieu la vie d'avant, tout en étant fondamentalement différente. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner pendant que Camille se préparait pour l'école, chantonnant sous la douche. Ils prenaient ensuite le chemin de l'école ensemble, Mathieu l'accompagnant jusqu'au portail avant de se rendre au musée où il avait repris son travail à temps plein. Les visites hebdomadaires de Madame Dubois, d'abord source d'anxiété, étaient devenues presque agréables. La travailleuse sociale avait rapidement constaté les progrès spectaculaires de Camille. L'enfant maigrelet et méfiant s'était transformé en une petite fille épanouie, dont les résultats scolaires s'amélioraient de jour en jour. « Elle s'adapte remarquablement bien », avait commenté Madame Dubois lors de sa dernière visite. « Et vous aussi, Monsieur le Roi, votre dossier avance positivement. » Le juge des affaires familiales a fixé l'audience pour dans 3 semaines. 3 semaines. La date fatidique approchait, celle où il saurait définitivement si Camille pourrait rester avec lui légalement. Malgré les assurances de Maître Bertrand, Mathieu ne pouvait s'empêcher d'être anxieux. Et si quelque chose tournait mal? Si un détail imprévu venait compromettre leur chance? Ce matin-là, alors qu'il préparait des crêpes, devenu le petit déjeuner favori de Camille, son téléphone sonna. C'était Maître Bertrand. « Monsieur le Roi, j'ai des nouvelles importantes. Pourriez-vous passer à mon cabinet aujourd'hui ?» Le ton grave de l'avocat fit frémir Mathieu. « Un problème avec notre dossier ?»« Pas exactement, mais c'est délicat. Je préfère en discuter en personne. Je serai là à midi, » promit Mathieu, l'estomac noué. Il dissimula son inquiétude devant Camille, s'efforçant de maintenir leur routine matinale intacte. Mais elle le connaissait déjà trop bien. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle alors qu'ils marchaient vers l'école. « Tout va bien, » la rassura-t-il avec un sourire forcé. « J'ai juste un rendez-vous important aujourd'hui. »« Pour mon adoption ?»« Oui, en partie. » Elle serra sa main un peu plus fort. « Ça va marcher, tu verras. » Madame Dubois l'a dit. Sa confiance naïve toucha Mathieu. « Tu as raison. Tout ira bien. » À midi précis, il se présentait au cabinet de Maître Bertrand. L'avocat l'accueillit avec une poignée de main ferme, mais son expression restait soucieuse. « J'ai reçu un appel ce matin, » annonça-t-il sans préambule une fois la porte de son bureau fermée. « De la part d'une certaine Madame Roussel, Jeanne Roussel. Elle prétend être la grand-mère maternelle de Camille. » Mathieu sentit le sang quitter son visage. « La mère d'Amélie ?» « Exactement. Elle a appris, je ne sais comment, que vous aviez entamé des démarches d'adoption concernant Camille. Et elle conteste votre demande. Elle souhaite obtenir la garde de sa petite fille. »« C'est impossible, » balbutia Mathieu. « Camille n'a jamais mentionné de grand-mère. Et où était cette femme toutes ces années pendant que sa petite fille grandissait dans un orphelinat ?» Maître Bertrand soupira. « C'est là que ça se complique. Selon Madame Roussel, elle ignorait l'existence de Camille jusqu'à récemment. Elle affirme qu'Amélie avait coupé les ponts avec sa famille depuis des années. Ce n'est que par hasard, en lisant un article sur votre demande d'adoption dans le journal local, qu'elle a fait le rapprochement. » « Un article dans le journal ? Mais notre procédure était censée être confidentielle. Les audiences du tribunal des affaires familiales sont publiques, Monsieur le Roi. Quelqu'un a dû repérer votre nom sur le rôle et juger l'histoire suffisamment intéressante pour en faire un article. La résurrection du conservateur reclus, la découverte d'une fille cachée. C'est le genre d'histoire qui vend du papier. » Mathieu se prit la tête entre les mains. « Et maintenant, cette femme peut-elle vraiment faire obstacle à ma demande d'adoption ? » Légalement, oui. En tant que grand-mère biologique, elle a un droit de préemption si elle peut prouver son lien de parenté et démontrer qu'elle est apte à s'occuper de l'enfant. Le juge tiendra compte de l'intérêt supérieur de Camille, bien sûr, mais les liens familiaux ont un poids considérable dans ce genre de décision. Camille ne la connaît même pas. Elle est heureuse avec moi. Nous formons une famille. Je comprends votre frustration, Monsieur le Roi, mais nous devons rester pragmatiques. Madame Roussel a demandé une rencontre avec vous et Camille. Je pense que vous devriez accepter. Pourquoi faire? Lui donner l'occasion de perturber Camille? Pour évaluer la situation, comprendre ses motivations et peut-être négocier. Si cette femme est vraiment attachée au bien-être de sa petite fille, elle constatera que Camille est heureuse avec vous et pourrait accepter un compromis. Mathieu resta silencieux un long moment, assimilant ce nouveau coup du sort. Juste au moment où il pensait avoir atteint un équilibre, juste quand le bonheur semblait à portée de main, le passé revenait le hanter. « D'accord, céda-t-il finalement, organisez cette rencontre, mais chez moi pour que Camille se sente en sécurité. Ce week-end, samedi à 15h ? Très bien.
Sur le chemin du retour, Mathieu luttait contre un sentiment de panique croissant. Comment annoncer cette nouvelle à Camille? Comment lui expliquer qu'une inconnue prétendait avoir des droits sur elle, menaçant de détruire le foyer qu'ils avaient commencé à construire ensemble? Il décida d'attendre le lendemain. Ce soir, il voulait simplement profiter de leur routine désormais établie. Les devoirs, le dîner préparé ensemble, la séance de lecture avant le coucher. Ces moments simples qui constituaient désormais son bonheur quotidien. Le lendemain soir, après le dîner, il invita Camille à s'asseoir avec lui dans le salon. Elle dut percevoir la gravité de son expression, car elle s'installa en silence, ses grands yeux verts fixés sur lui, avec inquiétude. « Camille, » commença-t-il doucement, « tu te souviens quand nous avons parlé de ta maman, Amélie ?» Elle hocha la tête. « Tu as dit qu'elle était partie très loin. » « Oui, mais toute personne a aussi des parents. Ta maman avait une maman à elle, ta grand-mère. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent. « J'ai une grand-mère ? Il semblerait. Elle s'appelle Jeanne Roussel. Et elle vient d'apprendre ton existence. Elle souhaite te rencontrer. » « Elle ne savait pas que j'existais, » demanda Camille, confuse. « Apparemment, ta maman ne lui avait pas parlé de toi. Elle ne s'entendait pas très bien. » Camille digéra cette information en silence, son front plissé par la concentration. « Elle va venir ici ? » ?»« Oui, samedi, si tu es d'accord. »« Et si je ne veux pas la voir ?» Mathieu hésita. « Tu n'es pas obligé, mais elle est de ta famille aussi, une partie de ton histoire. Et peut-être qu'elle pourrait te parler de ta maman, te raconter comment elle était quand elle était petite. » Cette perspective sembla intéresser Camille. « D'accord, dit-elle finalement. Je veux bien la rencontrer. Mais tu resteras avec moi, hein ? » « Bien sûr, promit-il en lui prenant la main. Je serai toujours là. » Les jours suivants furent teintés d'une anticipation nerveuse. Mathieu se surprit à nettoyer la maison avec une minutie excessive, comme si l'état des lieux pouvait influencer le jugement de cet inconnu sur sa capacité à élever Camille. Il prépara également des pâtisseries, se souvenant soudain qu'Amélie avait mentionné une fois que sa mère était une excellente cuisinière. Le samedi, à 14h55 précise, la sonnette retentit. Mathieu jeta un dernier regard encourageant à Camille, qui s'était vêtue de sa plus jolie robe, celle à motif d'étoiles qu'ils avaient achetée ensemble, puis alla ouvrir. Jeanne Roussel était une femme élégante d'une 60aine d'années. Ses cheveux gris étaient coiffés en un chignon soigné, et elle portait un tailleur bleu marine qui lui donnait une allure distinguée mais sévère. Son regard, cependant, trahissait une émotion contenue. « Monsieur le roi, » dit-elle en tendant une main gantée. « Je vous remercie de me recevoir. »« Madame Roussel, » répondit-il poliment en lui serrant la main. « Entrez, je vous en prie. » Il la conduisit au salon où Camille attendait, assise très droite sur le canapé, ses mains croisées sur ses genoux, dans une posture qui rappelait celle qu'elle avait adoptée lors de leur première rencontre. En apercevant la visiteuse, ses yeux s'agrandirent. Jeanne Roussel s'arrêta net en voyant Camille, une main portée à sa bouche. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, « tu ressembles tellement à ta mère. » Camille ne répondit pas, se contentant d'observer cette étrangère qui prétendait être sa grand-mère. Mathieu s'assit à côté d'elle, posant une main protectrice sur son épaule. « Camille, » dit-il doucement, « voici Madame Roussel. Ta grand-mère. »« Bonjour, » dit Camille d'une petite voix polie. Jeanne s'approcha lentement et s'assit dans le fauteuil face au canapé. « Bonjour, Camille. Je suis très heureuse de te rencontrer enfin. » Un silence gêné s'installa, que Mathieu s'empressa de rompre. « J'ai préparé du thé et des gâteaux. Camille m'a aidé à faire les sablés. »« C'est très aimable, » dit Jeanne avec un sourire crispé. Puis, se tournant vers Camille, « Tu aimes cuisiner ?»« Oui, » répondit-elle en se détendant légèrement. « Papa dit que je fais les meilleurs œufs brouillés du monde. » Le terme « papa » ne passa pas inaperçu. Jeanne lança un regard à Mathieu, puis reporta son attention sur Camille. « Ta mère aussi adorait cuisiner quand elle était petite. Elle préparait des tartes aux pommes délicieuses. »« Vraiment ?» demanda Camille, soudain intéressée. « Oh oui, elle avait beaucoup de talent. Elle jouait du piano, dessinait merveilleusement bien et avait toujours les meilleures notes à l'école. » Camille se pencha en avant, avide d'en apprendre davantage sur cette mère qu'elle n'avait pas connue. « Et elle aimait les étoiles ? Comme moi ?» Une ombre passa sur le visage de Jeanne. « Oui, en effet, elle avait tapissé sa chambre de posters de constellations. Comment le sais-tu ?»« Je ne sais pas, » avoua Camille. « J'ai toujours aimé regarder le ciel la nuit. » Un nouveau silence s'installa, plus confortable cette fois. Mathieu servit le thé et les gâteaux. Observant l'interaction entre Camille et sa grand-mère,
avec un mélange de résignation et d'appréhension. Il était évident que Jeanne n'était pas la mégère qu'il avait imaginée. Elle semblait sincèrement émue de rencontrer sa petite-fille. « Monsieur le roi, dit-elle finalement en reposant sa tasse, pourriez-nous accorder à Camille et moi quelques minutes en tête-à-tête ?» Mathieu hésita, cherchant le regard de Camille. « C'est à toi de décider, » lui dit-il. Camille réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Ça va, papa, je veux bien parler avec grand-mère Jeanne. » Grand-mère Jeanne. Le terme prononcé si naturellement fit tressaillir la visiteuse. Mathieu se leva à contre-cœur et quitta le salon, non sans jeter un dernier regard inquiet à Camille. Il se rendit à la cuisine, mais laissa la porte entr'ouverte, déterminé à intervenir au moindre signe de détresse. Les voix lui parvenaient, étouffées mais distinctes. Jeanne posait des questions à Camille sur sa vie à l'orphelinat, sur son école, sur ses goûts. L'enfant répondait avec une franchise désarmante, racontant les brimades de sœur Agathe, sa fugue, sa rencontre providentielle avec Mathieu. Puis la conversation prit un tour qui fit se raidir ce dernier. « Es-tu heureuse ici, Camille ?» demanda Jeanne. « Avec monsieur le roi ?»« Oui, » répondit Camille sans hésitation. « C'est mon papa. Il prend soin de moi, il m'aide pour mes devoirs, il me lit des histoires le soir. Et on a décoré ma chambre ensemble. Tu veux la voir? Peut-être plus tard. Dis-moi, tu sais que je suis venu parce que j'aimerais que tu viennes vivre avec moi. » Un silence puis la voix de Camille, soudain tendue. « Vivre avec toi? Mais ma maison est ici, avec papa. Je comprends que tu te sois attaché à monsieur le roi, mais je suis ta famille, ton sang. Ta mère aurait voulu que tu grandisses auprès de moi. Alors pourquoi elle ne m'a jamais parlé de toi ?» demanda Camille avec une logique implacable. « Pourquoi elle m'a laissé à l'orphelinat au lieu de me confier à toi ?» Un autre silence, plus long. « Ta mère et moi, nous nous étions disputés. Elle s'est partie très jeune de la maison, refusant tout contact. Je ne savais même pas qu'elle avait eu un enfant. Si j'avais su, jamais je n'aurais permis que tu grandisses dans un orphelinat. Mais maintenant j'ai un papa, insista Camille. Je ne veux pas partir. Tu pourrais avoir une belle chambre chez moi aussi, tenta Jeanne. J'ai une grande maison à la campagne avec un jardin, des animaux. Tu aimerais avoir un chien ou un chat? J'aime les animaux, admit Camille, mais j'aime encore plus mon papa. Mathieu sentit son cœur se gonfler de gratitude et d'amour pour cette petite fille qui le défendait avec tant de conviction. Il choisit ce moment pour revenir au salon portant un plateau de nouvelles pâtisseries. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'efforçant de paraître détendu. « Oui », répondit Camille en venant se blottir contre lui dès qu'il fut assis. « Je racontais à grand-mère Jeanne comment on a décoré ma chambre. Elle veut la voir. »« Bien sûr », acquiesça Mathieu. « Nous pouvons vous la montrer maintenant si vous le souhaitez, Madame Roussel. » Jeanne se leva, lissant son tailleur d'un geste nerveux. « Avec plaisir. » Ils montèrent à l'étage, Camille courant devant pour ouvrir la porte de sa chambre avec fierté. « Voilà, c'est ma chambre d'astronaute. » La pièce était effectivement impressionnante, avec ses murs peints en bleu nuit, parsemés d'étoiles phosphorescentes, son plafond où était suspendue une lune et des planètes, et son lit recouvert d'une couette représentant la galaxie. Sur le bureau trônait un télescope amateur que Mathieu avait offert à Camille pour son anniversaire, celui qu'ils avaient choisi de célébrer ensemble, faute de connaître sa date de naissance exacte. « C'est magnifique », admit Jeanne, en tournant sur elle-même pour admirer la décoration. Son regard s'arrêta sur une photo encadrée posée sur la table de nuit. Camille et Mathieu souriant lors d'une sortie au parc. « Vous semblez très heureux ensemble. »« On l'est », confirma Camille en prenant la main de Mathieu. « Papa, on peut montrer à grand-mère Jeanne la chambre d'Élise aussi ?» Mathieu tressaillit. Il n'avait pas évoqué l'existence d'Élise avec Jeanne Roussel. Comment expliquer la troublante similitude entre les jumelles sans révéler toute l'histoire? Mais le regard plein d'espoir de Camille le désarma. « Si tu veux, » céda-t-il. « Mais tu sais qu'il n'y a plus grand-chose à voir. » Ils se dirigèrent vers l'ancienne chambre d'Élise, devenue une sorte de bureau-bibliothèque où Mathieu avait entreposé les affaires qu'il n'avait pas eu le cœur de jeter, mais qui ne pouvaient rester dans la chambre de Camille. Sur les étagères s'alignaient des albums photos, des jouets préservés, des cahiers d'école soigneusement conservés. « Élise était ma sœur jumelle », expliqua fièrement Camille à Jeanne. « On se ressemblait comme deux gouttes d'eau, sauf qu'elle avait les cheveux plus clairs. Regarde !» Elle saisit un album photo et l'ouvrit à une page où Élise, âgée d'environ 6 ans, souriait à l'objectif, exhibant fièrement une dent manquante. Jeanne prit l'album d'une main tremblante, son visage soudain blême. « Jumelles ?» répéta-t-elle d'une voix étranglée. « Amélie a eu des jumelles ?» Mathieu comprit qu'il ne pouvait plus éviter la conversation.
Madame Roussel, peut-être devrions-nous redescendre et discuter de cela entre adultes. Non, trancha Jeanne, son regard passant de la photo d'Élise à Camille. Je veux comprendre. Maintenant. Mathieu soupira. Camille, ma chérie, pourrais-tu aller dans ta chambre un moment? Madame Roussel et moi devons parler. Mais, s'il te plaît, Camille, ce ne sera pas long. À contre-cœur, Camille quitta la pièce, non sans leur lancer un regard suspicieux par-dessus son épaule. Dès qu'elle fut partie, Jeanne se tourna vers Mathieu, le visage dur. « Expliquez-moi. » Immédiatement. Mathieu lui raconta alors toute l'histoire, sa brève liaison avec Amélie, l'arrangement secret conclu entre celle-ci et Céline, la naissance des jumelles, dont l'une, Élise, avait été élevée par Mathieu et Céline comme leur propre fille, tandis que l'autre, Camille, était restée avec Amélie avant d'être abandonnée à l'orphelinat. « Je l'ignorais, » conclut-il. « Je vous jure que j'ignorais tout de l'existence de Camille jusqu'à ce que le destin nous réunisse. Si j'avais su, si vous aviez su, qu'auriez-vous fait ?» l'interrompit Jeanne, le regard brûlant. « L'auriez-vous accueilli ou l'auriez-vous rejeté, comme vous avez rejeté ma fille quand elle vous a annoncé sa grossesse ?» Mathieu se figea. « Comment ?»« Amélie m'a écrit juste avant de disparaître, » révéla Jeanne. Une longue lettre où elle expliquait tout. Comment elle avait travaillé pour vous, comment vous l'aviez séduite puis abandonnée quand elle s'était retrouvée enceinte. Comment vous aviez accepté de prendre l'une des jumelles mais pas l'autre. Comment votre femme avait orchestré toute cette mascarade pour préserver votre précieuse réputation. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, balbutia Mathieu, déstabilisé par cette version des faits. Non? Alors dites-moi, monsieur le roi, quelle est votre version? Mathieu s'assit lourdement sur une chaise, accablé par le poids des révélations et des accusations. J'ai eu une aventure avec Amélie, c'est vrai, mais je ne savais pas qu'elle était enceinte. Elle est partie sans un mot. Des mois plus tard, Céline m'a présenté un arrangement. Une mère porteuse acceptait de porter notre enfant, puisque Céline ne pouvait pas avoir d'enfant. J'ai accepté, sans savoir que la mère porteuse était Amélie, sans savoir qu'il s'agissait en réalité de mon enfant biologique. Ce n'est que récemment, grâce au test ADN, que j'ai découvert la vérité. Jeanne le considéra longuement, comme si elle évaluait la sincérité de ses propos. Et Élise, que lui est-il arrivé? Un accident, répondit Mathieu, la gorge nouée. Une chute, il y a 3 ans. Les médecins n'ont rien pu faire. Le visage de Jeanne s'adoucit légèrement. Je suis désolé pour votre perte, comme je le suis pour la vôtre. Amélie, savez-vous ce qui lui est arrivé? Jeanne secoua la tête. Non, sa lettre disait qu'elle partait loin, qu'elle avait besoin de recommencer à zéro. Elle ne mentionnait pas Camille. J'ai pensé qu'elle était partie avec son enfant. Ce n'est que lorsque j'ai lu l'article sur votre demande d'adoption que j'ai compris, un silence pesant s'installa entre eux, chacun assimilant les révélations de l'autre, reconstituant les pièces d'un puzzle douloureux. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda finalement Mathieu. « Allez-vous maintenir votre demande de garde ?» Jeanne soupira profondément. « Je ne sais pas. Je voulais récupérer ma petite fille, lui offrir la stabilité qu'Amélie n'a pas eue. Mais elle semble si heureuse avec vous, et vous êtes son père, après tout. Nous pourrions trouver un arrangement, suggéra Mathieu. Vous pourriez faire partie de sa vie, être sa grand-mère, lui parler d'Amélie, lui transmettre votre histoire familiale. Camille a besoin de connaître ses racines. Un droit de visite régulier? Plus que cela, une vraie place dans sa vie. Des week-ends ensemble, des vacances. Elle pourrait découvrir votre maison à la campagne, ces animaux dont vous lui avez parlé. Nous ne serions pas des adversaires, mais des alliés pour son bien-être. Jeanne réfléchit longuement, puis hocha lentement la tête. Peut-être est-ce la meilleure solution pour Camille. Pour Camille, confirma Mathieu. C'est tout ce qui compte. Ils redescendirent au salon où Camille les attendait, feuilletant nerveusement un livre sans vraiment le lire. Camille, dit doucement Mathieu, ta grand-mère et moi avons discuté. Elle ne veut pas t'emmener loin de moi. Elle veut simplement faire partie de ta vie, te voir régulièrement, apprendre à te connaître. Qu'en penses-tu? Le visage de Camille s'illumina. Vraiment? Je peux rester ici et voir grand-mère Jeanne? Oui, ma chérie, confirma Jeanne avec un sourire ému. Je viendrai te voir souvent, et si ton papa est d'accord, tu pourras venir passer des week-ends chez moi, à la campagne. J'ai un vieux chien qui serait ravi d'avoir de la compagnie, et des poules qui pondent les meilleurs œufs de la région. Des poules, s'exclama Camille, enchantée. J'ai toujours voulu voir des poules. On pourra y aller bientôt, papa? Bien sûr, répondit Mathieu, soulagé par ce dénouement inattendu. Dès que les formalités d'adoption seront terminées. Jeanne s'approcha de lui et, à sa grande surprise, lui prit les mains.
Merci, dit-elle simplement, de prendre soin d'elle, de l'aimer comme vous le faites. C'est ma fille, répondit-il avec émotion. Notre fille, d'une certaine façon, la fille d'Amélie aussi. Elle mérite tout l'amour que nous pouvons lui donner. Jeanne acquiesça, les yeux brillants de larmes contenues, puis elle se tourna vers Camille. Je dois partir maintenant, ma petite, mais je reviendrai très bientôt, et nous apprendrons à nous connaître, pas à pas. Tu me raconteras d'autres histoires sur maman? Demanda Camille avec espoir. Toutes celles que tu voudras, promit Jeanne en l'embrassant sur le front. J'ai des albums photos, des lettres, tant de choses à te montrer. Après le départ de Jeanne, Mathieu et Camille restèrent un long moment silencieux, assis côte à côte sur le canapé, laissant les émotions de cette journée extraordinaire se décanter. « Papa ?» dit finalement Camille. « Je suis contente d'avoir une grand-mère, mais je suis encore plus contente de rester avec toi. » Mathieu l'attira contre lui, embrassant le sommet de sa tête. « Moi aussi, ma chérie, moi aussi. » Cette nuit-là, après avoir bordé Camille, Mathieu retourna dans son bureau et reprit l'écriture de son récit. Il y ajouta ce nouveau chapitre, cette réconciliation inattendue avec le passé, ce pont jeté entre deux familles que tout semblait opposer. Et pour la première fois, il se permit d'écrire aussi sur Amélie, sans amertume ni regret, mais avec une compassion nouvelle pour cette femme qui avait porté ses filles et dont le destin restait un mystère. Peut-être un jour saurait-il ce qu'elle était devenue, peut-être jamais, mais son héritage vivait en Camille, dans son amour des étoiles, dans son talent pour la cuisine, dans cette fossette qui creusait sa joue gauche quand elle souriait. Et c'était suffisant. 3 semaines plus tard, Mathieu ajustait nerveusement sa cravate devant le miroir tandis que Camille, vêtue d'une jolie robe bleue, tressait des bracelets d'amitié assis sur son lit. « Tu es très élégant, papa, » dit-elle, en levant les yeux de son ouvrage. « On dirait un prince. » Mathieu sourit, touché par le compliment. « Et toi, tu es magnifique. »« Prête pour le grand jour ?»« Plus que prête !» s'exclama-t-elle en sautant du lit. « Après aujourd'hui, je serai officiellement Camille Élise Leroy. Plus personne ne pourra nous séparer. » Sa confiance absolue contrastait avec l'anxiété qui nouait l'estomac de Mathieu. Malgré les assurances de maître Bertrand, malgré le désistement officiel de Jeanne Roussel qui avait retiré sa demande de garde au profit d'un droit de visite étendu, il ne pouvait s'empêcher de craindre un ultime rebondissement. La sonnette retentit, annonçant l'arrivée de Jeanne. Depuis leur première rencontre, elle était devenue une présence régulière dans leur vie. Chaque week-end, Camille passait quelques heures chez sa grand-mère, revenant les joues roses d'excitation, les poches pleines de coquillages ou de plumes ramassées dans la campagne environnante. Une relation sincère s'était nouée entre elles, fondée sur leur amour commun pour Amélie et sur les nombreuses histoires que Jeanne partageait sur la mère que Camille n'avait pas connue. « Grand-mère !» s'écria Camille en se précipitant dans l'escalier. Mathieu la suivit plus posément, admirant la transformation de sa fille. En quelques mois à peine, l'enfant craintive et méfiante s'était métamorphosée en une petite fille épanouie, pleine d'assurance et de joie de vivre. Son intégration à l'école était parfaite, ses résultats excellents. Elle s'était fait des amis, participait à des activités extrascolaires, vivait pleinement son enfance retrouvée. Jeanne attendait dans le hall, élégante dans un ensemble lavande, un petit paquet cadeau à la main. « Bonjour, ma chérie, » dit-elle en embrassant Camille. « J'ai quelque chose pour toi. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Camille en sautillant d'impatience. « Ouvre-le. » Camille déchira le papier et découvrit un écrin en velours bleu nuit. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent représentant une étoile sertie d'une petite pierre bleue. « C'était à ta mère, » expliqua Jeanne. « Je le lui ai offert pour ses 16 ans. Elle le portait souvent. Je pensais que tu aimerais la voir pour ce jour spécial. » Les yeux de Camille s'emplirent de larmes. « C'est le plus beau cadeau du monde, » murmura-t-elle en serrant le collier contre son cœur. « Tu veux bien me le mettre ?» Jeanne s'exécuta, attachant le bijou autour du cou gracile de sa petite fille. « Parfait, » dit-elle, en reculant pour admirer l'effet. « Tu lui ressembles tellement. » Mathieu observait la scène avec émotion, reconnaissant pour cette grand-mère qui, contre toute attente, avait enrichi leur vie au lieu de la perturber. « Nous devrions y aller, » dit-il en consultant sa montre. « Le juge n'aime pas les retards. » Le trajet jusqu'au tribunal se fit dans une atmosphère de joyeuse anticipation. Camille babillait sans cesse, racontant à Jeanne ses projets pour les vacances d'été, tandis que Mathieu, concentré sur sa conduite, tentait de calmer ses dernières appréhensions. Maître Bertrand les attendait sur les marches du palais de justice, son attaché-case à la main, un sourire confiant aux lèvres. « Tout est en ordre, »
assura-t-il en les guidant vers la salle d'audience. La juge Mercier est favorable à notre demande. Ce n'est qu'une formalité. La salle était plus petite et moins intimidante que Mathieu ne l'avait imaginé. Une dizaine de chaises, une estrade pour la juge, un greffier discret dans un coin. Madame Dubois, la travailleuse sociale qui avait suivi leur dossier, était déjà présente et leur adressa un signe encourageant. Lorsque la juge entra, une femme d'âge mûr au regard vif et bienveillant, tous se levèrent. La procédure fut étonnamment simple et rapide. La juge examina les documents, posa quelques questions à Mathieu sur ses intentions et sa situation financière, s'adressa directement à Camille pour s'assurer de son consentement, puis consulta le rapport de Madame Dubois qui ne tarissait pas d'éloges sur l'évolution positive de l'enfant depuis son arrivée chez Mathieu. « Bien », conclut finalement la juge. Ayant examiné tous les éléments du dossier et tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, je valide l'adoption plénière de Camille Laurent par Mathieu Leroy. À compter de ce jour, elle sera légalement reconnue comme sa fille, avec tous les droits et devoirs que ce statut implique. Son nouveau nom, conformément à la demande déposée, sera Camille Élise Leroy. Elle frappa de son marteau, officialisant sa décision. « Félicitations à votre famille, monsieur Leroy. » Camille laissa échapper un cri de joie et se jeta dans les bras de Mathieu, qui la serra contre lui, submergé par l'émotion. C'était fini. Officiellement, légalement, indiscutablement, Camille était sa fille. Personne ne pourrait jamais la lui enlever. Jeanne s'approcha, les larmes aux yeux, et les enveloppa tous deux dans une étreinte maladroite mais sincère. « Félicitations », dit-elle simplement. Ils quittèrent le tribunal dans un état d'euphorie, décidant spontanément de célébrer l'événement en déjeunant dans un restaurant chic du centre-ville. Camille, exubérante, racontait à qui voulait l'entendre qu'elle venait d'être adoptée pour toujours par son vrai papa. Au dessert, Mathieu sortit un petit paquet de sa poche. « J'ai aussi un cadeau pour toi », dit-il en le tendant à Camille. Elle déchira le papier et découvrit un médaillon en or, similaire à celui offert par Jeanne mais différent. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit qu'il contenait 2 photos miniatures, l'une d'Élise, l'autre d'elle-même, souriant de ce même sourire qui les caractérisait toutes deux. « Pour que tu portes toujours ta sœur près de ton cœur », expliqua Mathieu, « et pour que je vous porte toutes les deux près du mien. » Camille ne put retenir ses larmes. « Merci, papa », dit-elle en se jetant à son cou. « Je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi, ma petite étoile », répondit-il, utilisant pour la première fois ce surnom qu'Amélie avait donné à sa fille, plus que tout au monde. Le repas s'acheva dans cette atmosphère douce amère, mélange de joie et de mélancolie, typique des grandes étapes de la vie. En quittant le restaurant, Jeanne suggéra une promenade dans le parc voisin, profitant de cette belle journée de printemps. Tandis que Camille courait en avant, s'émerveillant devant les premières fleurs et les canards sur l'étang, Jeanne et Mathieu marchaient côte à côte, silencieux mais apaisés. « J'ai reçu une lettre hier », dit soudain Jeanne, brisant le silence. « D'Amélie !» Mathieu s'arrêta net, stupéfait. « Comment ? Elle est vivante, Mathieu. En Nouvelle-Zélande. Elle a refait sa vie là-bas, s'est mariée, a eu un autre enfant. » Le monde sembla vaciller autour de Mathieu. « Elle sait pour Camille ? Pour nous ? Oui. Elle suit l'actualité locale sur Internet. Elle a vu l'article sur votre demande d'adoption, comme moi. C'est pour ça qu'elle m'a écrit. Que dit-elle » Jeanne sortit une enveloppe de son sac. « Lisez vous-même. Elle vous a écrit aussi. » D'une main tremblante, Mathieu prit la lettre qui lui était adressée. L'écriture d'Amélie, fine et élégante, n'avait pas changé. Il la parcourut rapidement, son cœur battant à tout rompre. Elle s'excusait d'être partie sans explication, d'avoir caché l'existence des jumelles, d'avoir abandonné Camille à l'orphelinat quand sa situation était devenue intenable. Elle expliquait qu'après la naissance des filles, elle avait sombré dans une dépression postpartum sévère, aggravée par les difficultés financières et l'isolement. Incapable de s'occuper correctement des 2 enfants, elle avait confié Élise à Mathieu et Céline, espérant offrir à l'une de ses filles la stabilité qu'elle ne pouvait garantir. Mais les années suivantes avaient été un combat constant. Malgré son amour pour Camille, elle s'enfonçait dans la dépression, incapable de maintenir un emploi stable, de payer un loyer régulier. Quand elle avait finalement touché le fond, elle avait fait ce qu'elle pensait être le mieux pour sa fille, la confier temporairement à l'orphelinat, le temps de se reconstruire et de revenir la chercher. Mais les mois étaient devenus des années et la honte l'avait empêchée de revenir. Sa nouvelle vie à l'autre bout du monde lui avait permis de guérir, de trouver l'équilibre qui lui avait tant manqué.
Et maintenant qu'elle savait Camille heureuse et aimée, elle pouvait enfin faire la paix avec son passé. « Je ne cherche pas à perturber la vie que vous avez construite ensemble », concluait-elle. « Je veux simplement que Camille sache que je ne l'ai jamais abandonnée par manque d'amour, mais par excès de désespoir. Peut-être qu'un jour, quand elle sera prête, elle acceptera de me rencontrer. D'ici là, veillez sur elle, Mathieu. Aimez-la pour nous deux. » Mathieu replia la lettre, bouleversé par ces révélations. Tant d'années de silence, de questions sans réponse, et maintenant cette vérité crue, douloureuse mais libératrice. « Allez-vous lui dire ?» demanda Jeanne en désignant Camille, qui s'était accroupie au bord de l'étang pour observer les têtards. « Pas aujourd'hui, décida Mathieu. Laissons-lui savourer ce moment. Mais bientôt, oui. Elle a le droit de savoir. » Ils reprirent leur marche, observant Camille qui courait désormais après un papillon, son rire cristallin résonnant dans l'air printanier. La vie, qui avait semblé s'arrêter il y a 3 ans, avait repris son cours, différente mais tout aussi précieuse. Ce soir-là, après avoir bordé Camille qui s'était endormie en serrant contre elle ses 2 nouveaux pendentifs, Mathieu s'installa dans son bureau pour achever le récit qu'il avait commencé à écrire pour elle. Les dernières pages racontaient cette journée historique, ce moment où leur famille recomposée, lui, Camille, le souvenir d'Élise, la présence bienveillante de Jeanne et maintenant le fantôme apaisé d'Amélie, avaient trouvé son équilibre. Sur la dernière page, il colla la photo qu'ils avaient prise tous les 3 à la sortie du tribunal. Camille au centre, rayonnante, encadrée par Mathieu et Jeanne, leurs visages illuminés par un bonheur simple et profond. En dessous, il écrivit ces mots. Et c'est ainsi que notre histoire commence véritablement, car les fins ne sont que des débuts déguisés. Quelque part dans la nuit, une étoile brille pour nous, veillant sur notre famille reconstruite. Et nous avançons ensemble, pas à pas, dans cette nouvelle vie que le destin nous a offerte. Une vie où les prières d'une enfant affamée peuvent être entendues non seulement par le ciel, mais aussi par un cœur qui avait oublié comment aimer. Il referma le livre, le rangea dans un tiroir, attendant le jour où Camille serait prête à lire cette histoire, leur histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, Mathieu Leroy s'endormit le cœur léger, habité par la certitude que le meilleur était encore à venir.